Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue la lecture du discours de la servitude volontaire par Étienne de la Boétie. La dernière fois, on a donné la thèse principale du livre, c'est-à-dire que l'homme, selon la Boétie, est par nature libre. La nature lui a donné le plus grand bien qu'il peut espérer, c'est-à-dire la liberté, mais étrangement, les hommes agissent comme s'ils n'en veulent pas. Ils se laissent dominer, persécuter et exploiter par les tyrans, sans montrer la moindre résistance, et ça, la Boétie, il n'arrive pas à l'intégrer. Surtout lorsqu'on compare l'homme aux animaux. On s'était arrêté sur cette comparaison d'ailleurs. L'animal qui, lui, n'est pas doté de raison comme l'homme, il semble connaître mieux que l'homme la valeur de la liberté et ne la compromet jamais. Du coup, la Boétie cherche à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a dénaturalisé l'homme? Qu'est-ce qui lui a fait oublier sa nature d'homme libre et même confondre cette nature avec la servitude? Et pour la Boétie, la réponse à cette question ne peut pas se dispenser d'une analyse de la tyrannie. Et c'est ce que la Boétie propose de faire dans la deuxième partie du texte, celle qui se focalise sur la nature de la tyrannie, et on va passer en fait deux vidéos dessus. Donc première chose qu'il nous dit, c'est qu'il y a trois types de tyrans, ou plutôt il y a trois façons pour le tyran d'arriver au pouvoir. Il y a trois sortes de tyrans, les uns règnent par l'élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession de races. Donc selon la Boétie, déjà, les deux derniers, ceux qui arrivent au pouvoir par la force et la succession, pour lui, en fait, ces deux-là ne sont pas différents. Les deux, une fois le pouvoir acquis, vont s'y comporter comme en pays conquis. Ceci est évident lorsque le tyran arrive au pouvoir par les armes, puisqu'il a littéralement conquis par la force physique ceux qu'il cherche à servir. Ceci est d'ailleurs le trait le plus caractéristique du tyran, c'est se comporter sur son domaine comme en territoire conquis. Celui qui devient tyran par la force montre ce comportement de manière directe. Et concernant les tyrans qui le sont juste en fait par naissance, ceux qui naissent tyrans ou rois, hein, c'est ça par succession de race, eux c'est pareil, ils se comportent aussi comme en pays conquis, mais eux c'est par transmission. Ils héritent de ce comportement de conquérant sans avoir conquis par la force physique quoi que ce soit. Ils naissent et grandissent en fait dans un environnement de tyrannie, et donc ils apprennent de leur père, hein, des tyrans qui eux, ils ont conquis leur sujet par les armes, donc ils apprennent de leur père à traiter ces derniers, c'est-à-dire les sujets, de la même façon. Le prince, en fait, traite le sujet conquis par le roi de la même manière que le roi, et ainsi de suite. Il traite son sujet comme on l'a conditionné, hein, pour ne pas juste dire éduqué, hein, mais on l'a conditionné à le traiter. La Boétie dit « né et nourri ». Au sein de la tyrannie, ils sucent avec le lait le naturel du tyran et ils regardent les peuples qui leur sont soumis comme leurs serfs héréditaires. Selon leur penchant dominant, avare ou prodige, ils usent du royaume comme de leur héritage. Voilà, donc celui-ci, en fait, son père a déjà conquis par la force le territoire, il a réduit tout ce qui s'y trouve à sa propriété à lui, et puis il le lègue au prince, en lui apprenant en même temps qu'il suce en fait le lait de sa mère, hein, donc depuis sa tendre enfance. C'est pour ça en fait qu'à ce niveau c'est du conditionnement. Donc donc le roi, il apprend à son fils, hein, le tyran apprend à son au futur tyran, quoi, à regarder les autres comme sa propre propriété, à regarder les sujets et tout ce que les sujets possèdent comme sa propriété à lui. Donc tout ce que les autres possèdent, il est habitué depuis l'âge du nourrisson à le voir comme son héritage. Voilà, si moi je suis le tyran et que toi tu as une maison par exemple, moi je suis conditionné depuis ma tendre enfance à considérer que ta maison en fait c'est mon héritage à moi, c'est que ça m'appartient à moi. Donc c'est ça ce que ça veut dire, hein, sucer avec le lait le naturel du tyran. Ça signifie qu'il est endoctriné depuis sa naissance à devenir un tyran, depuis qu'il suce le lait de sa mère, depuis qu'il est allaité, il est conditionné à endosser la nature, le comportement, l'attitude et même la perspective du tyran. Mais on a dit aussi qu'il y a une troisième façon de devenir tyran et qui paraît un peu plus différente et plus supportable que les autres. Pour l'instant, on a dit que le tyran, que le pouvoir en fait s'obtient soit par la conquête, hein, par les armes, ou par la succession. Et j'ai supposé que toute tyrannie qui se fait par succession repose sur une tyrannie qui s'est d'abord faite par les armes. Le tyran, en fait, conquiert un pays et établit sa dynastie. Du coup, comme il a obtenu le pays par la force et la conquête, c'est ce comportement qu'il va transmettre à ses fils. Mais on peut supposer que s'il a obtenu le pouvoir différemment, peut-être qu'en le transmettant, il n'engendrait pas un comportement de conquérant envers ses sujets. Et ainsi, il y a cette troisième voie qui est l'élection. Le tyran en fait arrive non pas parce qu'il a
pris de force le territoire et ses gens, ou parce que son prédécesseur le lui a transmis, indépendamment de la volonté du peuple asservi. Cette fois-ci, c'est le peuple lui-même, par sa volonté, on dirait, qui lui donne l'État et qui lui donne, c'est les gens en fait qui lui donnent leur vie, quoi. Et après, le tyran peut établir une dynastie ou pas. Bon, la Boétie suggère qu'il le fait toujours, hein, qu'il va toujours établir une dynastie, ou qu'il cherche à l'établir, quoi. L'idée, c'est que lui a obtenu le pouvoir par l'élection, et donc on penserait que si c'est par élection, sa tyrannie serait plus douce, plus supportable, voire même ne pas être considérée comme tyrannie. Et la Boétie dit qu'il aurait été convaincu par cet argument si à chaque fois qu'un tyran arrive au pouvoir par l'élection et par les louanges du peuple, il ne s'y prendrait pas au jeu et refuserait de quitter le pouvoir par la suite. Bah oui, parce que le tyran n'est élu que parce qu'il est flatté. Hein, c'est pour ça qu'on a dit que c'est par les louanges, il est flatté en fait. Et comme il n'y a pas mieux que la flatterie pour éveiller un peu la tentation de garder le pouvoir, dès que le tyran goûte à cette flatterie, bah il en veut toujours plus, et donc il va refuser de partir. D'autant plus que la flatterie envers un tyran est toujours sans fondement, puisque la Boétie dit, de manière un peu rhétorique, il le flatte pour je ne sais quelle grandeur. On ne peut pas en fait admirer un humain au point où c'est acceptable de dire qu'il mérite qu'on lui donne tout le pouvoir, qu'on lui donne nos champs, nos vies, nos maisons, nos enfants, etc. On a déjà un peu parlé de ça la dernière fois quand on a parlé de l'amitié, qu'il n'est pas bon en fait de donner une espèce de suprématie même à quelqu'un de vertueux, parce que ça va le corrompre. Donc la flatterie, c'est toujours une admiration excessive qui parle d'une grandeur imaginaire et même mythique et souvent pas sincère, hein, ou alors c'est juste ignorer la personne, en fait c'est juste ne pas connaître la personne quand on flatte. Toute flatterie qui fait du tyran un être à qui on peut donner nos vies, tous nos vies et nos biens, c'est sûrement lui accorder des qualités qu'il n'a pas ou ne peut pas avoir en tant qu'être humain. C'est soit en fait lui mentir, voilà, soit on ment en tyran avec la flatterie, soit on le vénère. Et du coup, il lui devient facile en fait de choper la grosse tête et commencer à se croire au-dessus du commun des mortels et ne veut plus en fait lâcher sa position. Ainsi, selon la Boétie, là, il va se créer automatiquement en lui le désir de vouloir conserver ce pouvoir dans une lignée. L'hubris qu'il commet par la flatterie lui fait croire qu'il a le droit de transmettre le pouvoir qui lui a été transmis par le peuple à sa descendance, et tous ceux qui ont occupé un tel poste de pouvoir ont été tentés d'en faire ainsi, quoi. Faire de ce pouvoir une transmission héréditaire. La Boétie dit ceci. Quant à celui qui tient son pouvoir du peuple, il semble qu'il devrait être plus supportable. Il le serait, je crois, si dès qu'il se voit élevé au-dessus de tous les autres, flatté par je ne sais quoi qu'on appelle grandeur, il ne décidait de n'en plus bouger. Il considère presque toujours la puissance que le peuple lui a léguée comme devant être transmise à ses enfants. Donc du coup, même s'il n'a pas conquis par les armes, et du coup il n'aurait pas en fait une mentalité de conquérant à transmettre à ses enfants, en fait c'est faux. Ce qu'il va leur transmettre, c'est plutôt l'image de lui-même, l'image que lui-même en fait s'est forgée par la flatterie du peuple et de son entourage. Une image qui lui fait croire qu'il est un dieu parmi les hommes, qu'il leur est supérieur et ainsi on lui doit l'obéissance. C'est également se comporter en conquérant. Les princes doivent aussi se voir comme les héritiers de la flatterie que leurs pères ont reçue, et ça reste un esprit de conquête. Et là, la Boétie va encore plus loin en disant que celui qui devient tyran par flatterie est le plus dangereux et le plus violent de tous. Donc celui qui arrive au pouvoir par les armes doit aussi en fait maintenir son pouvoir par les armes. Il doit toujours en fait prouver qu'il est effectivement le plus fort constamment. Il est donc toujours dans les affrontements physiques, ce qui signifie que tôt ou tard, il rencontrera en fait quelqu'un qui est plus fort que lui. Donc les rapports de force ne restent jamais statiques trop longtemps lorsqu'elles reposent que sur les armes. Celui qui arrive au pouvoir par succession de race ne l'obtient que parce que c'est la tradition. Il a juste eu la chance de naître dans la bonne lignée, dans la bonne famille. Il avait en fait le bon sang dans les veines, et voilà quoi. Il n'y a rien qui lui mérite des éloges. Certes, il peut choper la grosse tête aussi, mais le droit de naissance des rois n'est pas très pertinent pour légitimer son pouvoir et qui ne dure pas plus que celui d'un autre en fait. Ainsi, ici c'est
plus une question de circonstance, une question de chance qu'il est là où il est en fait. Son pouvoir lui est conféré par une autre force qui le dépasse, hein, choisie par Dieu ou par les circonstances historiques ou autre chose, quoi. Il n'a pas en fait à péter plus haut que son cul, si tu veux. Et donc ces deux-là ne forment pas d'image d'eux-mêmes. Ceux qui arrivent au pouvoir par la force ou par succession, bah voilà, enfin ils peuvent pas en fait former d'image d'eux-mêmes comme quoi ils sont intrinsèquement meilleurs que les autres. Et donc la servitude envers eux ne va pas en fait ne va pas de soi, quoi. Par contre, celui qui arrive par flatterie se dit vraiment qu'il est le plus beau, qu'il est le plus fort, qu'il est le plus intelligent, de manière très exagérée, et commence à croire qu'il peut tout se permettre sans avoir à faire ses preuves ou à se justifier en fait. Du coup, il récupère cette flatterie et va la transmettre à son enfant. Et ainsi, non seulement on lui gonfle les chevilles depuis sa naissance, mais en plus, personne n'ose s'opposer à lui ou le contredire. Et plus le temps passe, plus il amasse les flatteries, plus il devient puissant et cruel, jusqu'à excéder de loin la cruauté des autres tyrans. Son opinion de lui-même, qu'il est meilleur que tout le monde, et donc tout le monde doit le servir en fait, voilà, c'est en opposition totale avec la nature humaine. On a dit la dernière fois que la nature a fait des hommes libres et égaux. Or, celui qui est tyran par la flatterie ne donne aucune concession, ni à la liberté, ni à l'égalité. Au moins les deux autres avaient une certaine limite. Hein, ceux qui arrivent au pouvoir par les armes ou par la transmission, ils avaient une certaine limite. Et leur pouvoir rencontrait éventuellement un obstacle. Mais la flatterie rend complètement obsolète et impossible à conceptualiser la liberté et l'égalité. Ainsi, ce tyran doit chasser de l'esprit des gens toute aspiration à la liberté, et on verra plus loin à quel point il a besoin d'un système idéologique et administratif aussi extrêmement sophistiqué et stratifié pour maintenir sa domination. Et à cause de ça, donc, il devient le plus violent des trois. Or, dès que ceux-ci ont adopté cette opinion, il est étrange de voir combien ils surpassent en toutes sortes de vices, et même en cruauté, tous les autres tyrans. Ils ne trouvent pas meilleur moyen pour assurer leur nouvelle tyrannie que de renforcer la servitude et d'écarter si bien les idées de liberté de l'esprit de leur sujet que pour récent qu'en soit le souvenir, ils s'effacent bientôt de leur mémoire. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas à choisir déjà entre les trois, hein, même si celui élu par la flatterie est le pire, ça ne veut pas dire en fait qu'on doit se résoudre à obéir à un tyran qui est tyran par naissance ou parce qu'il nous a asservis par la force. La Boétie précise que tous les trois agissent comme des conquérants envers leur sujet, et ça tout seul en fait est suffisant pour fuir la tyrannie complètement en fait. Il ne s'agit pas de dire il y a une tyrannie pire ou meilleure qu'une autre, hein. Non, toute tyrannie est toujours pire. Point barre, c'est toujours mauvais. Donc certes, les trois n'arrivent pas au pouvoir de la même façon, et certaines manières sont plus dangereuses que les autres, mais le résultat, c'est la même chose. Les trois manières sont quand même dangereuses. Ils diffèrent dans comment ils sont arrivés à gouverner, mais gouvernent de la même façon, si tu veux, en poussant en fait leur sujet vers une existence contre nature, une existence malheureuse et une existence de servitude. En fait, si on doit choisir, le choix c'est entre, soit vous voulez être un taureau à dompter, hein, ça c'est le cas de la flatterie, hein, puisqu'elle implique éventuellement qu'on doit faire oublier leur nature au sujet, hein, c'est ça, dompter un animal, le domestiquer, c'est lui faire oublier sa nature. Donc, soit vous voulez être un taureau indompté, ou vous voulez être des proies, hein, pour les conquérants qui usent la force, ou bien un troupeau d'esclaves qui leur appartient par nature. Ça, c'est pour le cas de la succession. Vous leur appartenez par leur simple naissance, comme un troupeau de moutons appartient au fils du berger. Donc en fait, à chaque fois qu'on choisit de vivre sous les ordres d'un tyran, on choisit soit d'être un animal domestiqué, soit une proie, ou alors du bétail. Et ainsi, aucun homme sensé, aucun homme qui a un peu de jugeote, un fond de raison, ne peut en fait accepter un de ces trois choix. Donc aucun homme ne peut accepter la tyrannie, peu importe sa forme. Toute tyrannie est irrationnelle et contre nature. La Boétie donne une expérience de pensée pour illustrer son propos. Il dit, si vous avez quelqu'un qui vient tout juste de naître, et qu'il ne sait rien, ni de la servitude, ni de la liberté, même le nom de ces notions lui est inconnu, et que vous lui dites de choisir entre vivre comme un sujet ou vivre librement, cette personne prendra
quelle option à votre avis? Et pour la Boétie, cet individu prendra la liberté sans hésiter, car il a déjà un penchant naturel envers elle. Même s'il ne sait pas ce que c'est, hein, même s'il n'a pas le mot liberté ou une représentation de la liberté dans sa tête, il sera naturellement attiré par elle. Et ainsi, dès le départ, l'homme obéit à la raison car il fait le choix raisonnable en fait. Si tu le prends genre tel qu'il est à la base, dans son état de nature, il va faire le choix raisonnable qui est de suivre sa nature, c'est-à-dire suivre la liberté. Obéir à la raison pour la Boétie, c'est suivre sa propre nature. Ma nature, c'est d'être libre. Ce qui est raisonnable, c'est suivre ma nature. Je suis ma nature, donc je suis raisonnable. Okay, suivre en fait. D'accord. Voilà. Donc des hommes qui viennent tout juste de naître, quand on leur présente ce choix, écrit la Boétie, sans aucun doute, ils préféreraient de beaucoup obéir à la seule raison que de servir un homme. Donc, ils préfèrent obéir à la seule raison, obéir à la raison universelle, donc, plutôt que servir un tyran. Il est donc impossible pour la Boétie qu'un homme sain d'esprit choisisse sa servitude. À la limite, hein, si les circonstances le contraignent, si c'est par besoin qu'il s'est vendu ou donné à l'esclavage, ça va. Comme lorsque une mère se donne en esclavage pour épargner le même sort à ses enfants, par exemple, ou lorsque un homme qui va louer ou vendre sa force de travail pour nourrir sa famille. Il est conscient de l'injustice qui s'exerce et ne se soumet pas de bon cœur. Lui aussi, en fait, grogne comme l'animal qui refuse d'accepter sa situation. Et lorsqu'on est face à des situations où des hommes se soumettent alors qu'ils n'en avaient ni le besoin, ni qui n'étaient pas en fait, qui ne se sont pas soumis sous la contrainte, on appelle ça une tragédie ou bien une putain de connerie. C'est complètement irrationnel en fait pour la Boétie. D'ailleurs, la Boétie nous donne un exemple de ça dans la Bible, lorsque les Juifs, hein, les gens d'Israël comme les appelle la Boétie, ont fait de Saul leur premier roi. Ça, c'est dans le livre de Samuel. Alors, dans la Bible, entre le retour à Jérusalem de l'Égypte et avant l'arrivée de Saul, hein, le système politique des Juifs était décentralisé et il était entre les mains de plusieurs juges. Il n'y avait pas de roi avant, hein, c'était même interdit puisque les Juifs considèrent que Dieu seul est leur roi. Mais ils étaient entourés de nations puissantes et structurées sous des monarchies, hein, comme les Philistins. Et du coup, eux aussi commençaient à réclamer la même chose, qu'ils doivent aussi être aussi structurés et puissants comme leurs nations rivales et leurs nations voisines. Ils voulaient une autorité centrale pour les défendre militairement et unifier les tribus. De plus, en fait, les juges, il y en a plusieurs qui étaient corrompus, ce qui a également poussé le peuple à vouloir un changement. Et du coup, on ne peut pas vraiment dire que les Juifs n'avaient pas de besoin ou n'étaient pas contraints, comme dit la Boétie, de nommer un roi. Cependant, Dieu, par la bouche du prophète Samuel, il désapprouve cette demande. Il y voit un rejet de sa propre autorité divine et de sa loi. Et du coup, Samuel avertit le peuple des dérives du pouvoir monarchique et qu'il faut s'en tenir à la loi de Dieu et ne pas dévier, peu importe les circonstances, car de toute façon, Dieu nous protégera. Mais les Juifs, qui ont une tendance à ne pas écouter les paroles de leurs prophètes, et après, ça fout le bordel, hein, genre vraiment, à la mythologie judaïque, c'est toujours pareil, hein, toutes les anecdotes, c'est des épisodes de Pokémon, c'est-à-dire ça suit toujours la même structure, prophète arrive, il dit « fais pas ça », les Juifs ils font ça, Dieu pète les plans, et ça s'acharne sur eux. Donc là aussi, en fait, les Juifs n'ont fait qu'à leur tête, et ont désigné un roi, Saul. Et tout ça... En fait, tout son règne était une catastrophe. Hein. Il désobéit à Dieu, il devient paranoïaque, il entre en conflit avec Samuel et surtout avec David, hein, son fils adoptif, qu'il tente à plusieurs reprises de faire assassiner. Et sa fin est tragique. Il meurt dans une bataille contre les Philistins avec plusieurs de ses fils et son corps est humilié par l'ennemi. Et après lui, le royaume est plongé dans des guerres civiles entre les partisans de David et ceux de la maison de Saul. Et plus tard, même le règne de David et celui de son fils Salomon, bien que glorieux à certains égards, sont aussi marqués par des excès et des injustices, quoi. Il y avait beaucoup d'hubris, quoi. Et finalement, à la mort de Salomon, le royaume se divise en deux, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Judée au sud, et ce qui mènera à des siècles d'instabilité, d'idolâtrie, et finalement à l'exil et à la destruction par les Assyriens et les Babyloniens. Du coup, ce que dit la Boétie, c'est que les Juifs étaient tranquilles, en fait. Et puis, ils décident tout d'un coup de donner le pouvoir sans besoin ni contrainte à un tyran. Et du coup, c'est tout leur royaume et tout leur mode de vie qui est parti en couille. Et là, la Boétie, il se lâche un petit peu, hein, avec un commentaire niveau emotional damage ici. Il dit « Je ne lis jamais leur histoire sans en éprouver un dépit extrême qui me porterait presque à être inhumain jusqu'à me réjouir de tous les maux qui leur advinrent.
car pour que les hommes, tant qu'ils sont des hommes, se laissent assujettir, il faut de deux choses l'une, ou qu'ils soient contraints, ou qu'ils soient trompés. Voilà, donc le gars, en fait, il te dit, les mecs étaient très bien avec leur système, et là, personne ne t'a obligé, personne ne t'a rien dit, et tu vas foutre en l'air tout le système alors qu'il fonctionnait. Tu vois, genre le mec qui se matrixe tout seul dans son petit coin, hein, ben c'est ça en fait. Et du coup, la Boétie leur dit, mes frères, je ne peux avoir que du mépris envers toi en fait. Le type, la Boétie quoi, ils se délectent de leur souffrance tellement ils sont cons les feuches. Dans cette, c'est Boétie qui le dit. Voilà. Vous aviez en fait la liberté. Et qu'est-ce que vous en faites? Vous mettez un tyran, comme ça, genre parce que c'est la mode, et donc la Boétie va même jusqu'à les clasher en insinuant qu'ils ne sont pas des hommes, qu'ils sont des sous-merdes. Genre un homme ne peut renoncer à la liberté tout en restant un homme, en fait, genre un être humain doté de raison, que si on le force par la contrainte, ou si on le trompe. Okay? Mais si il le fait par lui-même, lorsqu'il le fait par lui-même, c'est une erreur tellement aberrante qu'il mérite ce qui lui arrive apparemment. Donc voilà en fait les deux conditions où on peut se soumettre à un tyran sans ébranler notre nature humaine. Soit en fait on est contraint de se soumettre ou alors on a été trompé. Donc les exemples de la contrainte, on en a déjà vu avec l'Antiquité hein, la dernière fois, avec Athènes et Sparte. On a parlé d'Athènes sous le règne des 30 tyrans, qui était très court, mais qui a été imposé par Sparte après la défaite de la guerre du Péloponnèse. Mais là, la Boétie donne un autre exemple où même Sparte a été vaincue militairement. Il parle de la conquête de toute la Grèce par Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ, sous prétexte que c'était pour unifier tout le monde hellénique, hein, c'est-à-dire grec, pour envahir la Perse et la conquérir une bonne fois pour toutes, et ensuite, voilà, pourquoi pas, le monde entier. Et comme exemple de tromperie, la Boétie, en fait, revient à Athènes, cette fois-ci au 6e et 7e siècle avant Jésus-Christ, pour parler de Pisistrate. C'était un tyran qui s'est hissé au pouvoir par la ruse et la manipulation. Il a pu obtenir le soutien, il a réussi à obtenir le soutien populaire parce qu'il savait comment les rallier à sa cause. Et à cette époque, en fait, Athènes, c'était très tendu entre les différentes classes sociales. Il y avait de grosses tensions entre les gros aristocrates, les paysans pauvres, souvent endettés et maltraités, et les artisans et commerçants de plus en plus influents. Et donc, dans tout ça, entre ces trois classes, Pisistrate, issu d'une famille noble, il veut le pouvoir, et donc il cherche le plus grand nombre d'alliés qui peut le soutenir à ses fins. Et donc le mieux, c'est d'avoir le soutien du peuple. Et donc il va se construire une image de défenseur du peuple, qui va être là, moi je vais vous défendre, quoi, et il va jouer la carte du populisme. Sa première ruse, parce qu'en fait il a fait plusieurs ruses, c'est se faire passer pour une victime d'une tentative d'assassinat et mettre la responsabilité sur le dos de ses opposants politiques. Il se blesse volontairement, hein, se couvre de plaies, et vient devant l'Assemblée du peuple en disant qu'il a été attaqué par ses ennemis politiques, et en gros il joue les martyrs de la démocratie, quoi. Donc le peuple élu est indigné, il vote pour lui accorder une garde personnelle censée protéger sa personne. Mais une fois cette garde obtenue, il va s'en servir pour s'emparer de l'acropole et prendre le pouvoir. Mais les aristocrates ripostent et ils le chassent. Du coup, deuxième ruse. Quelques années plus tard, vers 556 avant Jésus-Christ, il revient à Athènes, et cette fois-ci en compagnie d'une femme très grande et très belle, en fait qu'il fait passer pour Athéna, hein, la déesse protectrice de la cité. Et donc on annonce dans tout Athènes que la déesse elle-même ramène Pisistrate au pouvoir. Et ça marche. Le peuple impressionné, il voit comme un signe divin, et donc il revient au pouvoir une deuxième fois, mais là encore les aristocrates s'unissent contre lui et il est de nouveau chassé. Puis il revient une troisième fois, mais cette fois-ci c'est avec une armée, et il prend le pouvoir par la force. Bref, il est surtout connu pour ses stratégies de manipulation de l'opinion publique et pour avoir été, contre toute attente, un tyran un peu modéré, respectant les lois existantes, favorisant d'ailleurs la culture, l'art et le développement de l'économie. Mais ça reste quand même
un tyran, et il a d'ailleurs voulu mettre une dynastie, et ses fils, Hippias et Hipparque, eux pour le coup, ils ont fait de la merde, hein. Surtout Hippias, parce qu'Hipparque en fait se fait assassiner très tôt par deux jeunes Athéniens qu'on a ensuite appelés les tyrannoctones, c'est-à-dire les tueurs de tyrans, et il est possible que le règne paranoïaque et autoritaire de Hippias était d'abord dû causé par cet assassinat, hein. C'était une réaction à cet assassinat, mais bref, hein, pour Pisistrate, ce qu'on retient ici, c'est sa ruse, ses stratégies pour tromper le peuple, pour le convaincre en fait de lui donner le pouvoir. Mais la Boétie nous dit un truc important quand même concernant la tromperie, c'est que c'est en fait moins par l'action du tyran que celle des gens qui les écoutent. Genre c'est le fameux en fait oh ils sont trop forts, non on est juste trop cons. Voilà en fait c'est pas tant en fait l'action du tyran qui lui permet en fait d'arriver au pouvoir par la ruse, c'est plus en fait le peuple qui se fait avoir si tu veux. Ils perdent souvent leur liberté en étant trompés, mais sont moins souvent séduits par autrui qu'ils ne se trompent eux-mêmes. Donc ceux qui perdent leur liberté par tromperie, en fait, c'est un peu leur faute, selon la Boétie. Car après tout, même si le peuple a été trompé, il ne peut l'être en fait pendant des longues périodes que si le peuple agit comme un amnésique, comme s'il a oublié que sa nature, c'est d'être libre. Donc, normalement, le peuple doit toujours, face à la parole des tyrans ou des candidats pour des postes de pouvoir, mettre en avant le risque de perdre leur liberté et montrer que le peuple est déterminé à protéger cette liberté. La liberté doit toujours rester, en fait, sa priorité. Et c'est ça, en fait, qui le protégera de la ruse. Même si, en fait, il se fait avoir un moment, tant qu'il met en avant le besoin et l'importance de la liberté, voilà, sa soumission ne va durer qu'un tout petit temps, quoi. Donc, s'il oublie ou néglige sa nature, quelque part, c'est un peu sa faute. L'exemple, toujours dans l'Antiquité, donné par la Boétie pour illustrer ce qu'il vient de dire, c'est Denis Ier, le tyran de Syracuse, donc capitale de la Sicile. Vous le connaissez peut-être comme le tyran qui a laissé sa place à Damoclès pour qu'il sache c'est quoi le fardeau d'être un tyran. En fait, Damoclès, c'était un mec dans la cour de Denis, et Denis ou Denis, hein, c'est écrit D-E-N-Y-S. En fait, Damoclès enviait Denis d'être le tyran. Et du coup, Denis lui dit de prendre sa place pendant une journée pour voir s'il change d'avis une fois qu'il s'assoit sur le trône. Et donc Damoclès accepte, et quand il s'assoit, il voit au-dessus de sa tête une épée suspendue dans l'air, et qui peut tomber à tout moment sur sa tête et le tuer. Et c'est ça en fait, être un tyran. Tu n'as aucune protection, peu importe le nombre de gardes que tu as, parce que tu peux te faire trahir à tout instant. C'est un truc auquel on insistera plus tard, hein, sur l'incapacité du tyran à se faire des amis ou à faire confiance à qui que ce soit. Bref, ici, la Boétie, il parle de Denis, de comment est-ce qu'il a eu le pouvoir. En fait, le peuple, en fait, a mis sa liberté au second plan sous prétexte qu'il avait une urgence. C'était en 406 avant Jésus-Christ, Syracuse était en guerre contre Carthage, qui allait conquérir l'île, et donc les habitants qui avaient une démocratie, ils voyaient qu'elle était fragile face à l'invasion de Carthage. Et du coup, ne songeant qu'au danger du moment, comme dit la Boétie, ils se mettent à chercher un homme fort, un chef capable de les sauver. Et c'est le moment que choisit Denis, un militaire talentueux et ambitieux, pour faire son entrée sur la scène politique. Et donc lui aussi veut s'ériger en défenseur du peuple, qui l'élut d'abord général, grâce à une campagne bien pensée, hein. Il accuse les élites et les magistrats de trahison ou d'incompétence pour expliquer leur défaite face à Carthage, et petit à petit, sous le prétexte de la sécurité, hein, de combattre la corruption, il obtient de plus en plus de pouvoir. Donc il fait adopter un décret pour se constituer une garde nationale de 600 hommes, puis il a fait grossir jusqu'à 1000, voire plus. Et donc il organise une sorte de coup d'état déguisé, il force ses opposants à l'exil, il modifie les institutions, et puis il se fait élire stratège à vie. Et à partir de là, il concentre tous les pouvoirs militaires, politiques et judiciaires. Il devient paranoïaque aussi. On dit qu'il ne faisait confiance à personne, hein, même pas à son barbier. Hein, il se rasait tout seul ou faisait raser sa barbe par ses filles. Il était en fait
Il a fait en fait exécuter, exiler des milliers de citoyens, il installe un régime de terreur, et en quelques mois, en fait, la démocratie de Syracuse, donc syracusaine, je crois que c'est comme ça, elle s'effondre, et Denis devient tyran, est souvent représenté comme un tyran cruel et rusé. Dans le contexte de la Boétie, ceci est dû au fait que les citoyens songent d'abord à la sécurité, au danger immédiat, et ne voient pas les conséquences du lendemain. Donc chaque jour, un nouveau danger apparaît, et à chaque danger, c'est une nouvelle concession au tyran. Et donc ça, tout ce que ça fait, c'est juste consolider son pouvoir de plus en plus. Donc chaque jour, il consolide son pouvoir. Et donc Denis est passé de général ou capitaine à roi, et puis de roi à tyran. En voyant en fait dans leur leader le sauveur, en lui faisant des flatteries et en le vénérant, les citoyens qui veulent se protéger de l'ennemi et espèrent que leur sauveur les vaincra, en fait, ses ennemis, ils se trouvent au final les vaincus. En sacrifiant la liberté pour la sécurité immédiate, en oubliant que de toute façon l'homme ne peut pas vivre dans la servitude, comme disait la Boétie, on ne mérite ni la sécurité ni la liberté, et on finit par perdre les deux. Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais bien gagné sa servitude. Donc à la vue des gens qui se donnent aux tyrans, on croirait qu'ils œuvrent en fait avec l'intention de devenir des serviteurs. Qu'ils ne veulent pas en fait gagner leur liberté, mais plutôt qu'ils cherchent activement à gagner la servitude. Et donc selon la Boétie, un tel acte, se faire avoir en fait par les tromperies du tyran, sans la moindre réflexion concernant la liberté, c'est tellement absurde qu'elle ne peut être que voulue en fait. C'est les hommes sous le joug du tyran, ils agissent de manière à perpétuer leur domination, même lorsque les tyrans ne les contraint pas. Genre tous les exemples qu'on vient de voir, Saul, Pisistrate et Denis, sont des tyrans qui n'ont pas utilisé vraiment les armes pour asservir les sujets. Ils sont en fait de la troisième catégorie, c'est-à-dire que le peuple leur a donné l'État. Et cet acte de donner l'État à un tyran est sûrement l'acte le plus inhumain qu'on puisse faire pour la Boétie, parce que c'est renoncer à son humanité. Justement, c'est renoncer à son humanité. Lorsque l'homme renonce à son humanité, il ne descend pas au rang de bête, mais descend bien plus bas en fait. L'animal reste plus digne que l'homme qui renonce à son humanité, parce que lui, au moins l'animal, ne sacrifie pas sa liberté. Et ainsi, il faut comprendre comment, non pas un homme, mais des peuples et des nations entières, on arrive là. Comment, comme on a dit en fait la dernière fois, si c'était des cas isolés, on n'en fera pas tout un plat. Mais ici, il s'agit de millions d'hommes qui donnent tout aux tyrans. Lorsqu'on voit en fait des cas comme les Juifs ou les Athéniens, et même, bien sûr, il faut se demander et nous-mêmes en fait, il faut aussi bien sûr se demander qu'est-ce qui s'est passé. Comme j'ai dit, ici nous n'avons pas un comportement aléatoire, mais un comportement structuré, un comportement qui n'est absurde que parce qu'il n'est pas conforme à la nature des êtres qui l'adoptent. Donc la servitude n'est pas absurde parce que c'est un comportement random ou chaotique, il est structuré, il a une logique, donc on dirait que les hommes agissent en connaissance de cause. Ils savent ce qu'ils font, ils savent qu'ils œuvrent pour leur servitude et non pas pour leur liberté. Mais il est absurde parce que ce n'est pas ce que l'homme est censé faire. Du coup, la Boétie va s'intéresser à la psychologie de l'asservi, qui œuvre vraiment activement pour perpétrer son asservissement, qui cherche en fait qu'on le domine. D'où sa responsabilité dans le fait qu'on le trompe. Le tyran trompe le peuple parce qu'en fait le peuple fait tout pour qu'on le trompe. Alors, évidemment, quand j'ai dit que les Juifs avant Saul étaient libres, c'était une exagération. Ils n'étaient pas libres dans le sens où ils existaient dans l'état de nature dont parle la Boétie. Et comme ça, en fait, tout d'un coup, du jour au lendemain, ils décident de donner le pouvoir à Saul. Pareil pour Syracuse et Athènes. Il ne faut pas croire qu'un peuple libre et qui connaît sa nature va donner le pouvoir au tyran. Il n'y a pas en fait d'élection dans l'état de nature. Et ça, la Boétie le dit, la seule chose qui peut causer une tyrannie initiale, c'est la force. Au départ, en fait, toute tyrannie se fait par la contrainte. On a dit aussi la dernière fois que dans l'état de nature, on est tous libres et égaux.
On est égaux, certes, hein, mais pas dans le sens de l'intelligence, de la beauté ou de la force physique. On a dit que si la nature a mis parmi nous ces inégalités, c'est pour développer en nous l'affection envers les autres. C'est pour nous motiver en fait à s'entraider. C'est pour ça en fait, c'est pour motiver l'entraide que pour nous dominer les uns les autres. Mais certains peuvent dévier et user de leurs avantages pour dominer les autres. Toute personne qui sert une autre personne, non pas dans un contexte d'entraide mais de servitude, le fait d'abord sous le coup de la force. Ceci est nécessaire puisque servir est si lointain en fait de l'esprit des hommes dans leur état initial qu'il faut utiliser la force pour les maintenir dans la servitude, dans ce en fait nouveau mode de l'existence qui est si aliéné et étranger à leur nature. Dans cet état, toute servitude ne se fait que s'il y a violence ou menace de force physique ou de violence physique. Mais dès que cette violence cesse ou n'existe plus, l'homme normalement recouvre sa liberté. Il n'y a donc personne en fait qui va aller chercher un maître. Plutôt ici, en fait, le maître, il va s'imposer à toi. Il vient vers toi pour te piller et te violenter. Mais il y a un moment où, lorsque le maître se retire, la liberté n'est pas retrouvée. L'asservi continue son comportement de servitude, bien que le maître n'existe plus. Ceux qui ont donné le pouvoir au tyran, c'est des gens où le germe de cette servitude primaire a survécu. Donc, le premier homme qui a été asservi a donc gardé quelque chose de cette servitude, une mémoire de son esclavage qui remplace petit à petit une mémoire de sa liberté. Petit à petit, en fait, la liberté est oubliée, tandis que le souvenir de la servitude accroît. Et celui-ci transmet d'une génération à une autre. Ce souvenir en fait se transmet plutôt, ce souvenir se transmet d'une génération à une autre, faisant ainsi des enfants qui, dès la naissance, avec le lait, le lait qu'ils sucent, ils vont sucer aussi le naturel du serviteur. Et donc se dessine ainsi dans son esprit une image fausse de ce qu'il est. Il ne s'identifie plus comme homme libre, comme la nature a voulu pour lui, comme il était en fait à l'état de nature, mais comme serviteur. Sa nature, en fait, devient la servitude dans sa tête. Il confond donc les circonstances dans lesquelles il est né avec la nature. Aliéné de qui il est vraiment, il œuvre activement pour reproduire que ce qu'il connaît, ce qu'on lui a enseigné, c'est-à-dire l'ordre social et la position qu'il occupe dans cet ordre social. Il ne reproduit que la servitude, comme les tyrans reproduisent la tyrannie. Il est vrai qu'au commencement, on sert contraint et vaincu par la force. Mais les successeurs servent sans regret et font volontiers ce que leurs devanciers avaient fait par contrainte. Les hommes nés sous le joug, puis nourris et élevés dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés et ne pensent point avoir d'autres biens ni d'autres droits que ceux qu'ils ont trouvés. Ils prennent pour leur état de nature, l'état de leur naissance. Voilà donc en fait pourquoi Pisistrate, Saul et Denis ont existé. Et ils existent encore et encore. Ils sont en fait le réveil de ce germe de la servitude que les tyrans en fait violents et conquérants, ils précèdent en fait simultanément par leurs menaces et leur violence. Ce qu'on trouve, c'est que des gens qui en fait, sous le joug de la servitude, perdent toute la réflexion et l'imagination. Leur esprit, en fait, est taillé de manière à ne plus pouvoir voir au-delà de leurs circonstances, au-delà de leur lieu de naissance ou de leur éducation. Mes parents m'ont appris à servir, alors tout ce qu'il y a dans le monde, c'est forcément la servitude. Pas de droit, pas de liberté, et c'est ça le problème. Ce n'est pas ceux, en fait, qui se sont fait asservir sous la contrainte et la force qui doivent nous inquiéter, mais ceux qui viennent après ça, ceux qui succèdent, ceux qui ont été asservis par la force. Les successeurs des serviteurs, c'est eux en fait qui créent la servitude volontaire, qui inventent ensuite les élections. Un truc intéressant que fait remarquer la Boétie, c'est que les gens s'intéressent toujours aux différences entre leur situation et celle de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils comparent en fait. Les héritiers, qu'ils soient tyrans ou serviteurs, comparent toujours leur situation actuelle à celle de leurs parents. Ils veulent pas que leur situation soit pire ou se dégrade.
en fait. Pourquoi c'est important? Parce que ça signifie qu'ils considèrent qu'ils ont des droits et que les mêmes droits en fait dont leurs parents jouissaient, ils réclament que eux aussi ils y ont droit. Tout héritier, en fait, peu importe à quel point il est nonchalant, peu importe à quel point il est indifférent à la valeur des choses et dépense, par exemple, sans compter, reste quand même attaché à l'héritage de ses parents. Il demandera de récupérer chaque sou, chaque chose que ses parents possédaient. Ça, il va toujours s'en réclamer. Il va toujours dire qu'il y a droit et qu'on doit le lui remettre. Et il veut s'assurer qu'on n'a rien repris de son père parce que ce qui est à son père est aussi à lui. La Boétie dit, toutefois, il n'est pas d'héritier, même prodige ou nonchalant, qui ne porte un jour les yeux sous les registres de son père pour voir s'il jouit de tous les droits de sa succession et s'il n'en a rien entrepris contre lui ou contre son prédécesseur. Et donc, ce qui est important là, c'est que c'est ironique ici. La Boétie, il parle de choses matérielles. Quand il s'agit de l'argent ou des terres, là, tous les héritiers veulent s'assurer que leur situation ne se dégrade pas. Là, ils veulent conserver ce que la nature leur doit. Mais quand il s'agit de la liberté et de leurs droits humains ou sociaux, là, il n'y a plus personne. Aucun de ceux qui courent vérifier dans les registres s'il a récupéré jusqu'au moindre centime la fortune de son père, aucun d'eux ne vérifie si son père était libre ou s'il est libre comme ses pères et ses mères dans l'état de naissance. Parce qu'en fait, personne en fait ne veut remonter aussi haut pour voir les droits qu'on leur a confisqués. Ça, en fait, ils s'en foutent. Bref, pour revenir à ce qui nous intéresse, on s'interroge sur ce qui laisse tant d'hommes continuer à être des subordonnés, même lorsqu'ils n'ont pas de maître, ou même lorsqu'on ne les force pas. Qu'est-ce qui nourrit ce germe de la servitude? On a mentionné l'éducation, mais ce n'est pas l'éducation elle-même qui cause cette continuation de la servitude qui finit par devenir mécanique. Ce qui fait l'éducation, c'est en fait habituer l'homme à la servitude. Okay, ça, ce que fait l'éducation. Le problème, c'est dans l'habitude. Quand on prend l'habitude de servir, quand on s'habitue à quelque chose, on veut toujours la reproduire et de manière souvent mécanique. Il dit, mais l'habitude qui exerce en toute chose un si grand pouvoir sur nous, a surtout celui de nous apprendre à servir. Donc l'habitude, c'est un poison auquel on s'habitue. La Boétie compare ça à Mithridate VI, un roi du royaume de Pont et du Bosphore. En fait, ça se situe autour de la mer Noire. Donc Mithridate a vécu entre 135 et 65 avant Jésus-Christ, et c'était avec Hannibal, un des plus grands opposants et ennemis de la République romaine. Et on raconte que depuis son plus jeune âge, il prenait des doses de poison pour développer une immunité. D'ailleurs, la pratique où certaines personnes boivent du poison pour devenir résistants au poison s'appelle une mithridatisation. Et au final, en fait, il s'est suicidé parce qu'il a perdu contre le général romain Pompée, et par peur d'être livré aux Romains, il essaye d'abord de mourir avec du poison, mais ça ne lui fait rien, puisqu'il s'est habitué, et du coup, il se suicide à coups de dague. Enfin bref, la Boétie le mentionne dans le contexte de s'habituer à un poison. Mais bon, moi je trouve que le choix de l'exemple peut être un peu critiqué, parce que dans le cas de Mithridate, s'habituer au poison, en l'ingérant, l'a rendu résistant au poison, tandis que dans le cas de la Boétie, en fait, s'habituer à la servitude ne nous rend pas résistants à la servitude, mais en fait juste nous retire ou nous fait oublier en fait son goût amer. En fait, on n'a plus le goût amer de la servitude, on prend ça comme c'est normal, on est fait pour vivre comme ça en servitude. Donc voilà. Il dit, on finit par s'habituer au poison, celui de nous apprendre à avaler le venin de la servitude sans le trouver amer. Donc voilà, en fait, l'habitude nous fait juste avaler la pilule, si tu veux utiliser des expressions un peu récentes et problématiques aussi, cette histoire de pilule rouge. Mais bon, en fait, ici, en fait, on ne développe pas d'immunité. Le poison ne perd pas son pouvoir sur nous comme dans la mithridatisation. C'est juste, en fait, qu'on ne le voit plus comme un poison, mais en réalité, il nous affecte toujours. Il est encore du poison.
Mais si la Boétie veut dire par là que l'habitude a un pouvoir sur nous qui nous transforme sur un plan fondamental, à tel point qu'on ne se reconnaît plus, tellement en fait ça nous éloigne de notre nature, alors oui, c'est comme chez Mithridate. En habituant son corps au poison, il l'a transformé en profondeur. Donc oui, l'habitude a un pouvoir, c'est indéniable. La Boétie dit que son pouvoir est d'ailleurs plus fort que le pouvoir de la nature, puisque visiblement, l'habitude peut entraîner des millions de personnes loin de leur nature. Donc la nature, certes, nous détermine et joue un rôle important pour nous façonner et nous conduire là où elle veut. Mais la nature ne peut pas changer une habitude, tandis que l'habitude peut agir sur notre nature. Lorsque les hommes tombent accros en fait, à la servitude, ce n'est pas par un acte de la nature qu'ils retrouvent leur liberté et recommencent à vivre selon leur nature. Or, l'habitude peut détruire tout travail de la nature. Si bon que soit le naturel, il se perd s'il n'est entretenu, et l'habitude nous forme toujours à sa manière, en dépit de la nature. Les semences de bien que la nature met en nous sont si menues, si frêles, qu'elles ne peuvent résister au moindre choc d'une habitude contraire. Elles s'entretiennent moins facilement qu'elles ne s'abâtardisent et même dégénèrent. Donc ici, une autre comparaison qu'il donne, cette fois-ci avec des arbres fruitiers. La Boétie nous dit que lorsqu'on laisse un arbre tranquille, il développe les fruits que la nature attend de lui. En d'autres termes, ils conservent leurs caractéristiques, les caractéristiques de leur espèce. Mais si l'homme intervient et modifie leur développement, par exemple par la greffe, alors l'arbre donnera des fruits qu'il n'est pas censé donner, des fruits étrangers à ses fruits habituels, c'est-à-dire à sa nature. L'habitude fait pareil à l'homme. Elle greffe en lui quelque chose qu'il n'est pas censé produire, ici, la servitude. Les fruits que l'homme produit par habitude, c'est la servitude, tandis que si on le laisse suivre son propre cours, suivre sa nature, il produira de la liberté. Alors ceci aussi demande une éducation, bien sûr. La Boétie ne dit pas « n'éduquez pas les hommes parce que si vous les éduquez, vous allez en faire des esclaves ». L'éducation est toujours nécessaire pour que l'homme déploie sa nature et s'y épanouit. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a une éducation qui asservit, tandis qu'il y a une autre qui affranchit. En fait, il y en a une qui dit à l'homme que rien n'épuise son essence, que la nature l'a ainsi faite pour qu'il ne s'habitue jamais au statu quo et à l'injustice, donc celle-ci est l'affranchie. Si on doit épuiser son essence, c'est dans une justice universelle, c'est-à-dire une justice qui est au-delà des cultures et des circonstances dans lesquelles il naît. Et l'autre, justement, veut le limiter à son expérience immédiate, à ce qu'il voit, à ce qu'il connaît du monde à travers l'habitude, la répétition, la routine, etc. Et cette éducation abrutit l'homme. Elle réduit sa vision et le limite à l'ici et le maintenant. Pour reprendre l'exemple des plantes, la Boétie dit que les herbes ont, comme les hommes, chacune leur propriété. Elles ont leur naturel, leur singularité. Il ne convient donc pas de les mettre dans des sols ou des environnements incompatibles à leur propriété naturelle et singularité. Ce qui convient en fait, c'est de les mettre dans leur milieu, dans les milieux qui leur correspondent. Alors là oui, c'est essentialiste. La Boétie ne nie pas que l'homme a une place déterminée et précise dans un ordre naturel et qu'il doit s'y tenir. Mais cette place dont parle la Boétie, le sol où il faut planter l'homme, c'est la liberté. Si vous le plantez dans la servitude, c'est le planter là où il ne peut pas prendre racine en fait, là où il va sécher et mourir. Bon, ça, c'est vraiment si quelque part, en fait, il tient encore à sa liberté, qu'il ne l'a pas oublié. S'il meurt lorsqu'on l'enchaîne, alors c'est bien parce que ça montre, comme avec certains animaux qu'il refuse de servir, et qu'il préfère encore la mort qu'une existence dans un sol étranger à sa nature. Mais ce qui se passe, et qui indigne la Boétie, c'est que l'homme s'habitue à ce sol incompatible avec ses qualités, avec ses particularités, ses propriétés, son naturel et sa singularité. C'est qu'il adopte en fait un comportement où on dirait qu'il préfère une vie de servitude plutôt qu'une mort libre. Donc en fait, il devient complice. C'est que là, en fait, il y a une éducation qui va dans ce sens. Il y a une vision du monde qui s'est créée, qui lui dit ce qui est normal pour toi, c'est de servir. C'est ça ta nature. Et donc, il se met activement
à répandre cette vision, à reproduire cette vision. Il s'efforce de rester dans l'état de servitude en oubliant par la répétition son état originel de liberté. Donc, comme l'herbe, là où il est né, le sol où il s'est planté, où on l'a planté, la qualité du sol, la durée où il demeure dans ce sol, les intempéries, le climat et surtout la main du jardinier qui s'en occupe, hein, l'éducation qu'il reçoit, quoi, tout ça, ça détermine si on augmente ou si on diminue ses vertus. Alors, attention, ça ne fait pas en fait de notre nature une contingence. On ne dit pas qu'être libre est finalement tout aussi culturel et accidentel qu'être serviteur. On ne dit pas que si celui-ci est libre et que celui-là c'est un serviteur, c'est parce que celui-là il a eu la chance de naître dans une culture qui valorise la liberté et l'autre dans une culture qui valorise la servitude. Si on s'arrête à ça, alors on tombe dans un relativisme naïf. La Boétie, comme Montaigne, c'est des relativistes dans un sens c'est un sceptique en fait. Il doute de la nature, de ce qu'on lui présente. Le relativisme, c'est d'abord prendre de la distance par rapport à la culture de soi. L'éducation, généralement, veut nous faire croire que nos modes d'existence sont universels, mais le sceptique ne va pas prendre ça pour argent comptant. Et en comparant les autres modes de vie, hein, les autres cultures, il va questionner l'universalisme de la sienne. C'est un peu ça ce que fait la Boétie. Hein. Mais il ne s'arrête pas à ce niveau superficiel. Il ne va pas dire que toutes les cultures se valent et que sous prétexte que quelqu'un est né dans une culture, on ne peut pas la critiquer ou lui mettre deux claques dans la gueule hein, pour qu'il se réveille. Relativiser ne signifie pas relativiser la liberté à la servitude. C'est-à-dire les mettre les deux sur le même plan. On peut dire en fait qu'il le fait hein, puisqu'il parle de la nature de l'homme et plus généralement du vivant. Mais s'il y a des êtres dans la nature et vraiment de servir, alors là oui, la liberté et la servitude seraient sur le même plan entre ces êtres dans la nature et d'être libre, et ceux dans la nature et de servir. C'est juste en fait que la Boétie dirait que si ces êtres nés pour servir existent, bah lui, il n'en a jamais rencontré. Donc, ce qu'il nous dit, hein, ce que dit la Boétie, c'est qu'il y a en fait une nature humaine et un sol qui lui est favorable et un autre qui lui est défavorable. Et on doit choisir le premier. Il ne nous dit pas non plus à quoi ressemblerait exactement une culture de la liberté, hein, une culture conforme à notre nature. Certes, la liberté s'exprime de différentes manières et des cultures différentes peuvent l'exprimer de manière différente. Les sols peuvent rester favorables à la liberté mais de manière différente, ce qui produirait des comportements différents mais des comportements qui restent libres. C'est plus ce genre de relativisme que la Boétie endosse. Il y a une nature humaine qu'on doit suivre mais qui s'exprime de plusieurs façons. Il y a plusieurs manières d'être libre et ça dépendra du sol dans lequel on est planté. Mais ça, c'est sans compromettre notre nature. Donc c'est pareil pour les plantes. Les différents sols les feront pousser de manière différente. Les jardiniers peuvent les tailler différemment, mais tous ces sols leur sont favorables et les jardiniers ne les amputent pas de leur nature, ne leur font pas donner des fruits qui ne sont pas censés donner, hein, des fruits qui leur sont étrangers. On a donc une éducation qui ne détruit pas nos vertus, qui ne nous habitue pas à la servitude, qui ne nous rend pas indifférents au goût amer du poison, mais nous fait aimer la liberté et nous encourage à être libre et autonome, même si en fait on va exprimer cette liberté de manière différente. C'est le cas par exemple de l'éducation chez les Vénitiens. Celui qui verrait les Vénitiens, une poignée de gens vivant si librement que le plus misérable d'entre eux ne voudrait pas être roi, nés et élevés de façon qu'ils ne connaissent d'autres ambitions que celle d'entretenir pour le mieux leur liberté, éduqués et formés dès le berceau de telle sorte qu'ils n'échangeraient pas un brin de leur liberté pour toutes les autres félicités de la terre. Donc les Vénitiens, c'est les gens de Venise. C'était avec Florence, hein, le centre intellectuel pour les humanistes et le début de la Renaissance. Donc au départ, ça a commencé dans la République de Florence, puis ça a explosé un peu à Venise. Les deux sont en Italie. Et donc du coup, la Boétie est obsédée par Venise, tellement qu'en fait Montaigne en fait va dire dans les essais sur son ami qu'il a préféré naître à Venise qu'à Sarlat. La liberté, en fait, et le culte de la liberté qui règne dans la République de Venise avait une belle et excellente réputation chez les humanistes de la Renaissance.
Mais bon, la réalité historique est bien différente parce que l'aristocratie vénitienne était très autoritaire. Mais bon, ça ne change pas grand-chose à l'argument de la Boétie. Il faut une éducation favorable à la nature humaine, donc une éducation favorable à la liberté. Mais bon aussi, ça ne change pas que la Boétie, même s'il ne nous dit pas à quoi ressemble exactement une culture de la liberté, et qu'en l'occurrence, il y a différentes cultures libres, tous ces exemples de culture de la liberté restent européens. Lorsqu'il parle des peuples non européens, c'est pour dire qu'ils ne sont pas libres, qu'ils ont une culture de la servitude, comme si seuls les Européens sont éveillés à la nature de l'homme et à la liberté. Quand il dit juste après, celui dis-je qui verrait ces personnes-là et qui s'en iraient ensuite sur le domaine de quelques grands seigneurs, y trouvant des gens qui ne sont nés que pour servir et qui abandonnent leur propre vie pour maintenir sa puissance, penserait-il que ces deux peuples sont de même nature? Ou ne croirait-il pas plutôt qu'en sortant d'une cité d'hommes, il est entré dans un parc de bêtes? Donc, ceux qui donc verraient les Vénitiens, avec leur éducation favorable à la liberté, quand ensuite ils vont voir les autres cultures où on ne vénère pas la liberté mais la servitude, ils ne peuvent pas se dire que eux et ces autres hommes sont de même nature. Donc dans ce passage, ces autres peuples de différentes natures et qui servent un grand seigneur, là, il parle des Arabes. Le grand seigneur, c'est le sultan de la Turquie, Soliman le Magnifique, qui régnait sur l'Empire ottoman de 1520 à 66. Et qui donc, c'était pendant la vie de la Boétie, et que celui-ci la Boétie prend Soliman pour le symbole même de la tyrannie. Alors ça, c'est selon la note 39 dans l'édition de Flammarion, mais dans la tradition anglaise, dans la note 13, Harry Kurz nous dit qu'il s'agit en réalité du The Ruler of Venice, ou le Doge de Venise, c'est-à-dire le magistrat en chef et le dirigeant de la République de Venise. Il y en a eu en fait plusieurs pendant la vie de la Boétie, et avant l'écriture du discours, il y en a eu 3 ou 4 de Doge de Venise. Donc ça m'étonnerait que ce soit le Doge, ce grand seigneur, du coup, voilà, parce qu'en fait, tout à l'heure, il disait que les Véniçois, c'était un truc de liberté. Du coup, je vais aller avec la version de Flammarion qui nous dit que c'est le sultan de la Turquie. Bon, il y a un discours un peu colonial dans ce discours de la Boétie. Il y a en fait l'Europe où c'est la culture de la liberté et de la nature humaine, et de l'autre, il y a l'autre. Il y a le barbare, l'ignorant, le serviteur, et qui n'est même pas humain, ou alors qu'on n'est pas très tenté de qualifier d'humain. Il y a un peu de déshumanisation du non blanc, du non européen, je trouve, dans le truc de la Boétie. Et comme j'ai dit, en fait, tous les exemples de la Boétie des hommes libres restent des exemples d'hommes blancs européens avec des cultures qui se ressemblent, ou dont on s'inspire énormément et souhaite en tout cas y ressembler en Europe. Donc son relativisme reste quand même très homogène, mais pour être en fait équitable envers la Boétie, il ne dit pas que ceux qui vivent sous les ordres d'un sultan ne sont pas des hommes, mais plutôt celui qui a connu la culture des Vénitiens, et après on lui montre la culture des Turcs, il peut croire que ce n'est pas des hommes, ou qu'ils ne partagent pas avec lui la même nature. Bon, ça reste quand même déshumanisant et ça reste quand même colonial, quoi. Donc il ne dit pas en fait qu'il faut exclure les gens qui ont la culture de la servitude de la nature humaine, de les considérer comme des non-humains. Il dit que la servitude est tellement contre notre nature que si on voit des peuples entiers se livrer à la servitude, on peut en fait se tromper et dire qu'ils ne sont pas humains. C'est en fait disant que la Boétie ne serait pas étonnée si on fait cette erreur. Donc voilà, donc il y a quand même du racisme là-dedans. Voilà, et on dirait qu'il est en train de dire il faut comprendre un peu le raciste quand même, quand il va voir comment les gens vivent en Irak ou en Iran. Bon, tu peux pas vraiment le lui en vouloir. Mais bon, c'est
Pour lui, en fait, il dit que le mec, le raciste, quoi, elle a été si longtemps dans la liberté, et quand il passe d'une culture de la liberté à une culture de servitude, il est en fait sous un état de choc, hein, le pauvre. Et en fait, il a de bonnes raisons de douter de l'humanité, de ces créatures qui servent le grand Seigneur. Bon, je caricature un petit peu, hein, mais bon, le discours de Boïsy, il a quand même un petit peu cette tournure. Mais bref, hein, tout ça pour dire que les hommes ont bel et bien une nature et qu'ils sont faits pour la liberté. Hein. La diversification des cultures est possible, même si la Boétie nous donne un monolithe des cultures libres, ce qui contredit le principe de la liberté. Hein, mais voilà, hein. Quand je dis monolithe, c'est que ces références, c'est toujours des cultures européennes, des cultures de l'homme blanc, quoi. Donc il faut une culture qui encourage la liberté, et éviter les cultures de la simple habitude qui ne renforcent que le germe de la servitude, même si celle-ci peut avoir des avantages. Voilà. C'est la fable des deux chiens. Il y en a un qui est toujours en cuisine et il passe son temps à bouffer et à prendre de la graisse. Et il ne manque de rien. Il n'y a il n'y a rien qui lui manque, quoi. Et puis il y en a un autre qui est beaucoup plus maigre, mais qui passe son temps à courir les champs. Donc ces deux chiens sont frères, et les deux appartiennent à Lycurgue. Donc Lycurgue, c'est une autre référence de l'Antiquité dans le texte, hein, c'était un roi de Sparte, et plus précisément, il est connu comme le législateur de Sparte. La Boétie, dans le texte initial, écrit le policier de Sparte, dans le manuscrit de Mesmès, c'est le policier de Sparte. Policier, c'est parce qu'en grec, la cité s'appelle la polis, P-O-L-I-S. Donc faire la police, être policier dans ce sens, c'est faire de la législation, c'est organiser et donner les règles de la cité. Donc bref, Lycurgue avait en fait ces deux chiens qui sont sortis de la même mère. Ils sont donc de la même nature, mais ils ont reçu une éducation différente. Et la Boétie utilise cet exemple pour montrer qu'effectivement l'habitude a un pouvoir plus grand sur nous que la nature, et que donc il ne faut pas confondre quelqu'un qui s'est habitué à aller contre sa nature avec quelqu'un qui n'a pas cette nature. La question n'est donc pas de savoir si quelqu'un qui sert est-ce qu'il est de même nature que celui qui est libre, mais de savoir qui a reçu une culture qui est alignée sur sa nature et qui n'a reçu une culture qui l'aliène de la sienne, en insistant aussi que dans le cas des hommes, ils ont toujours la même nature. D'accord ? Donc en fait, Lycurgue a raison de dire que la culture, plus que la nature, va façonner les hommes. C'est la culture et non pas la nature qui exprime la nature. En fait, la nature ne peut pas s'exprimer par elle-même, ou du moins chez les hommes. Pour se déployer, il lui faut une culture. Mais celle-ci peut aussi faire oublier l'homme sa nature. Donc il faut bien choisir comment l'éduquer et il faut bien choisir quoi lui transmettre. C'est ça que Lycurgue voulait montrer aux Lacédémoniens. Hein, c'est un autre terme pour Spartiate. C'est ça qu'il voulait montrer donc avec ces deux chiens. Il a fait une démonstration publique en mettant devant les deux chiens une soupe et un lièvre, et en fait il disait que si c'est la nature qui fait les êtres et non la culture, alors les deux chiens devraient chasser le lièvre, puisque c'est plus conforme à leur nature. Or ce qui s'est passé, c'est que l'engraissé, qui s'est habitué à la bouffe de cuisine, lui il s'est précipité vers la soupe, tandis que celui que Lycurgue a entraîné dans les champs, il s'est jeté sur le lièvre. Et donc voilà, les hommes sont ainsi que la culture les a faites. C'est la culture en fait qui les taille, ce n'est pas la nature. Donc Lycurgue se serva ensuite de cette philosophie pour justifier sa législation. Il leur dit, il a dit aux Spartiates, puisque c'est la culture qui nous façonne, quelle culture voulez-vous ? L'actuelle qui vous habitue à la servitude ou une culture qui vous encourage à la liberté ? Voulez-vous être le gros chien ou le chien qui court dans les champs ? Et donc les Spartiates, ils ont choisi les champs, et Lycurgue appliqua ses idées, et dans les mots de la Boétie, celui-ci, avec ses lois et son art politique, éduqua et forma si bien les Lacédémoniens que chacun d'eux préférait souffrir 1000 morts plutôt que de se soumettre à un autre maître que la loi et la raison. Et donc ainsi, les Spartiates, en suivant en fait l'éducation de Lycurgue,
bah, ils deviennent résistants. Lorsque la liberté est menacée et qu'ils ne peuvent pas en fait la reprendre, bah, ils préfèrent la mort. La Boétie rapporte une histoire qui illustre en fait l'éducation spartiate. Donc l'empereur perse Xerxès, il préparait son invasion de la Grèce. Les Perses n'attaquaient pas directement comme ça les villes et les royaumes qu'ils voulaient conquérir. D'abord, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient des ambassadeurs pour faire genre de la diplomatie. Et les ambassadeurs s'y rendent pour demander de l'eau et de la terre. Donnez-nous vos ressources et on ne vous attaquera pas, et encore mieux, on vous protégera et même augmentera vos fortunes. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous soumettre à l'empereur. Et donc déjà, le père de Xerxès, Darius avant lui, a envoyé les ambassadeurs à Athènes et à Sparte. Mais les Spartiates les avaient jetés, hein, enfin, les uns dans des fossés, les autres dans des puits, en leur disant allez-y, prenez-la, l'eau et de la terre, et portez-la à vos princes. Hein. C'est le fameux This is Sparta. Et du coup, en fait, Xerxès n'allait pas envoyer d'ambassadeurs à ces deux cités, mais aux autres. Ils envoyaient ça aux autres cités. Face à ça, les Spartiates, ils reconnurent un danger. Et il semblerait qu'en tuant les deux anciens ambassadeurs, ils ont provoqué la colère de plusieurs divinités. Et parmi ces divinités, la Boétie cite Talthybi. C'est un dieu des héros, hein, avec A-U-T, hein, c'est-à-dire des officiers d'armes des rois. Et alors ça, c'est une erreur, hein, de la Boétie, parce que Talthybi n'est pas un dieu, mais c'était le héros d'Agamemnon, et à ma connaissance, il n'a pas été divinisé. Alors, je ne sais pas pourquoi la Boétie en fait un dieu. Mais bref, en fait, les dieux sont vénères et il faut les apaiser. Mais hors de question de se soumettre aux Perses. Et donc du coup, les Spartiates décident d'envoyer deux de leurs concitoyens aux Perses pour que ces derniers se vengent sur ces deux personnes-là, pour que ce qu'ils ont fait à leurs ambassadeurs soit vengé. Et en échange, les Perses acceptent de ne pas les attaquer. Et donc deux Spartiates se portent volontaires pour cette mission suicide. Il y en a un qui s'appelle Bulis et l'autre il s'appelle Sperthies, je crois, je suis pas sûr de la prononciation, mais en tout cas, ils sont envoyés au palais d'un des lieutenants de Xerxès qui occupe la côte d'Asie mineure, qui aujourd'hui, c'est la Turquie, quoi. Et donc ce lieutenant, il s'appelle Hydarne, ou Gidarne, ça dépend des versions, et donc il les reçoit honorablement et leur demande, car il est très curieux et abasourdi par cet acte, pourquoi est-ce qu'il refuse l'amitié du roi, hein, parce qu'en fait tout ça pouvait être évité s'ils n'avaient pas tué les ambassadeurs. Donc pourquoi est-ce qu'ils persistent, en fait? Parce que en envoyant en fait ces deux Spartiates, les Spartiates n'ont pas accepté en fait de se soumettre. Hein. Ils disent en échange des ambassadeurs qu'on a tués, voilà, on te donne ces deux personnes-là, venge-toi sur elles et laisse-nous tranquilles, ne nous attaque pas. Et donc du coup, Hydarne, il se dit pourquoi est-ce que vous faites ça alors que vous pouvez tout simplement vous soumettre et vous allez être épargné. Parce que oui, les Perses, en fait, quand ils te proposent de te soumettre, hein, c'est leur amitié qu'ils t'offrent. Et donc, Hydarne leur dit en gros, mais genre, regardez-moi, regardez comment le roi me traite. Xerxès et Darius, ils jouent d'ailleurs énormément sur leur image, comme quoi c'est des rois généreux, des empereurs généreux envers leurs sujets. Et donc il leur dit, Spartiates, dit-il, voyez par mon exemple comment le roi sait honorer ceux qui le méritent. Croyez que si vous étiez à son service et qu'il vous eût connu, vous seriez tous les deux gouverneurs de quelques villes grecques. Et donc les Lacédémoniens répondirent, en ceci, Hydarne, tu ne pourrais nous donner un bon conseil, car si tu as essayé le bonheur que tu nous promets, tu ignores entièrement celui dont nous jouissons. Tu as éprouvé la faveur du roi, mais tu ne sais pas quel goût délicieux a la liberté. Or, si tu en avais seulement goûté, tu nous conseillerais de la défendre, non seulement avec la lance et le bouclier, mais avec les dents et avec les ongles. Donc voilà la réponse des Spartiates. Si le chien engraissé jouit d'un bonheur, c'est uniquement celui de l'opulence. C'est la célèbre cage dorée, en fait. Cette histoire montre jusqu'à quel point les Spartiates sont prêts à aller pour ne pas se soumettre à un tyran. Certes, les Perses ne mentent pas en disant aux Spartiates qu'en se soumettant, ils seraient beaucoup plus riches, beaucoup plus puissants, ils seraient en fait des tyrans aussi, hein. Mais les Spartiates, en fait, n'en veulent pas. Leur éducation leur a fait goûter à un autre délice, un autre bonheur, celui de la liberté. Et pour celui-là, nul sacrifice n'est trop grand. Et ainsi, ils sont prêts à sacrifier leur vie, car tant que c'est
pour la liberté, aucun sacrifice n'est trop cher. Par contre, tout sacrifice qui est pour la servitude, peu importe les délices, peu importe les richesses, les plaisirs que ça apportera, bah ça c'est toujours un sacrifice trop lourd et trop grand. Mais les Spartiates savent à quoi ils doivent cette vision. Ce n'est pas tant à la nature qu'ils doivent le respect de leur nature, mais à l'éducation qu'ils ont reçue. Ceci par contre peut poser un problème. Les Spartiates ont certes raison, comme le dit la Boétie, mais ils n'ont raison que grâce à leur éducation. Alors ça rendrait normalement impossible de démontrer qu'ils ont raison plus que les Perses ont raison en fait. Si c'est l'éducation qui fait qu'on a raison, alors l'éducation des Perses aussi ferait que les Perses ont raison. L'éducation est censée te dire ce qui existe, qu'elle te donne une image du monde. Et sa force peut aussi en faire en sorte que tu ne vois du monde que ce qu'on te dit qui existe. Pour en fait pousser le délire un peu plus loin, au point de l'absurdité, un mec à qui on dit les chats n'existent pas ne verra jamais de chat. Il est certes absurde hein, quand il s'agit d'objets empiriques, on peut facilement montrer que quelqu'un qui n'a jamais vu de chat et qui dit en fait les chats n'existent pas, on peut facilement montrer qu'il a tort tout simplement en lui montrant un chat. Tiens, voilà, c'est un chat. À la limite, on peut dire qu'on ne peut pas lui en vouloir de dire qu'il n'existe pas s'il n'en a jamais vu. On peut dire en fait soit qu'il n'a pas tort, soit, si on est vraiment généreux, dire qu'il a raison de penser ainsi. Mais quand il s'agit d'abstraction comme la liberté, c'est un peu plus compliqué. Celui en fait qui n'a jamais goûté à la liberté, certes aurait raison de dire que la liberté n'existe pas, et ceux qui ont goûté à la liberté diront qu'il est impossible et mal de supporter l'esclavage. Les deux ont raison, et la Boétie l'admet. Seuls les Spartiates disaient vrai, mais chacun parlait ici selon l'éducation qu'il avait reçue, car il était aussi impossible aux Persans de regretter la liberté dont ils n'avaient jamais joui qu'aux Lacédémoniens qu'il avait savouré d'endurer l'esclavage. Donc voilà, mais pour la Boétie, autant qu'il peut comprendre les Perses, il ne peut pas dire que la proposition « il est de la nature de l'homme d'endurer l'esclavage » est vraie. Mais il ne peut pas en fait justifier ça en se référant à son éducation, puisque les Perses font de même. On retomberait ici dans un relativisme naïf qui consisterait à dire que tout ce que ton éducation te dit est valable, est juste, est vrai. L'éducation seule ne peut pas justifier ta nature. Il faut donc quelque chose en plus, quelque chose d'externe. Et c'est là en fait où ça se complique. La Boétie semble tenir une thèse difficile à justifier. Il y aurait une nature humaine indépendante de toute éducation, mais qui a besoin de l'éducation pour s'épanouir. On aurait donc une éducation qui va dans le sens de cette nature et une éducation qui peut aller contre cette nature. Puisque cette nature est à l'extérieur et indépendante de la culture ou de l'éducation, qui constitue son fondement, son repère ou critère pour sa validité. La nature, en fait, elle doit se justifier sans se référer à la culture, en fait. La nature humaine serait le barème pour évaluer ta culture ou ton éducation, à quel point celle-ci est rationnelle ou juste. Et donc les cultures qui ne s'alignent pas sur cette nature seraient, on va dire, fausses. Elle identifie l'homme à une fausse nature, une nature qui n'existe pas, ou du moins pour lui. Et en gros, c'est une culture qui ne se base sur rien, ne se base que sur des chimères. Mais ces chimères sont aussi le produit de cette culture. Une fausse culture serait une culture qui a créé ses propres bases, en fait. Ces bases sont tout aussi culturelles qu'elle. Donc, elle se base sur elle-même. Elle est en fait enfermée à l'intérieur d'elle-même et c'est pour ça qu'elle déraille et elle se prend en fait pour sa propre référence. Le Perse donc ferait cette erreur. Sa base, la nature qu'il identifie et sur laquelle il va construire tout son édifice culturel, sa conception du monde et des rapports sociaux, et elle est elle-même produite par cet édifice. Elle est elle-même une composante de l'édifice. Donc, puisque son édifice contient dans une partie importante l'esclavage, il va assumer que la base de son édifice doit justifier l'esclavage et la servitude. Ce qu'il trouve en fait dans sa culture, il se dit, doit aussi exister dans la nature ou provenir de la nature. Donc le serviteur confond le culturel et le naturel.
Il croit que le culturel dans lequel il vit n'est que la continuation logique du naturel, alors qu'il est complètement aliéné du naturel. Son naturel est aussi une construction de son culturel, et c'est ça l'erreur du Perse. Cependant, on a deux difficultés. La première, c'est comment montrer à quelqu'un dans cette situation, comment est-ce qu'on peut lui montrer son erreur. Comment le faire sortir de sa bulle qui lui fait goûter quelque chose qui ne figure pas dans la bulle. Comment faire comprendre en fait aux Perses la liberté. Ici, ce n'est pas comme l'exemple du chat où on peut juste montrer le chat et voilà, enfin on est plutôt dans l'exemple absurde quoi. C'est-à-dire que le Perse ne peut pas voir le chat même en le lui montrant devant les yeux. Il verrait autre chose en fait, comme s'il a un filtre qui l'empêche de voir le chat ou de voir la chose que tu tiens devant lui de le voir comme un chat. En gros, en fait, avec les abstractions et les valeurs, on est comme dans la situation où on veut montrer ou expliquer des couleurs aux aveugles. Comment faire voir à un aveugle les couleurs ou faire écouter de la musique à un sourd? Comment faire sortir de la servitude si c'est tout ce que nous avons vu durant notre existence, si c'est tout ce que nous connaissons. Et le deuxième problème, c'est qui nous dit en fait que les Spartiates ne font pas la même erreur, justement. Qu'est-ce qui garantit à la Boétie que sa conception de la nature humaine comme liberté n'est pas aussi une construction de sa culture? Et donc on peut commencer par le premier problème. Alors là aussi, la Boétie continue avec un autre exemple de l'Antiquité. Il parle cette fois-ci de Caton d'Utique, le sénateur romain connu pour avoir condamné Catilina et ses complices. Alors Catilina était un autre sénateur qui a orchestré un complot pour tuer Cicéron, donc un autre sénateur très célèbre de la République romaine, et il est aussi connu pour son opposition à César, et avait une réputation très respectueuse. Il était connu pour son intégrité, son honneur, et surtout aussi son horreur de la tyrannie. Et il s'est suicidé en se perçant la poitrine de son épée à Utique, après la défaite de Thapsus en l'an 46 avant Jésus-Christ. C'était quand César essayait de renverser la République romaine pour en faire un empire. Et donc en comprenant qu'après sa défaite, César va obtenir le pouvoir absolu, il se suicide. Donc bref, l'histoire que nous raconte la Boétie vient de l'enfance en fait de Caton. Petit, il allait avec son précepteur, qui était très sévère, chez Sylla, donc un autre général et consul romain, aussi connu pour être autoritaire, sans scrupules et sans morale. C'était un proto-César, en fait, Sylla. D'ailleurs, il a régné sur Rome en tant que dictateur pendant 3 ans, de 82 à 79 avant Jésus-Christ. Il était possible, en fait, que la République accorde temporairement les pleins pouvoirs à un individu si c'est pour une réforme nécessaire, mais Sylla a voulu rester au pouvoir. Mais il s'est désisté en 79 et il est mort l'année d'après. En tout cas, pendant cette période, son hôtel était devenu un tribunal. Il jugeait en fait, ou sous son commandement et en sa présence, on jugeait les accusés. Et là, c'était en fait c'était la fête en fait niveau brutalité. Il bannissait, emprisonnait, exécutait qui il voulait. Il prenait les biens en fait à sa guise. Caton en fait devait avoir entre 13 et 16 ans à l'époque et il s'y rendit souvent parce qu'il était aussi un aristocrate comme Sylla et c'était un peu son parent éloigné. Du coup, il a assisté à ces procès et a vu les injustices qui s'y passaient. D'ailleurs, Sylla n'était pas très populaire et beaucoup lui reprochent d'avoir transgressé les valeurs de la République. Caton n'était pas une exception. Mais l'histoire raconte qu'il aurait dit à son précepteur, en voyant les actions de Sylla, de lui donner une dague et il va se rapprocher de Sylla pour l'ouvrir en deux et comme ça, Rome serait libérée de la tyrannie. Son précepteur, en l'occurrence, refuse, mais la Boétie tient ça pour un acte de courage de la part de Caton. La Boétie ne cautionne pas en fait la violence que Caton allait exercer sur le tyran. N'oublions pas qu'il disait à plusieurs reprises qu'on n'a pas besoin d'exercer la moindre violence sur le tyran. Plutôt, il ne fait qu'honorer l'esprit de justice de Caton ou sa sensibilité à la justice. Mais le plus important, c'est qu'il dit que si Caton a agi ainsi, c'est aussi parce que Rome avait majoritairement une éducation très axée sur l'importance de la liberté. Sylla, certes, était un dictateur, mais comme on l'a dit, ces individus tentés par le pouvoir existent même dans des sociétés libres. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, sa dictature n'a duré que 3 ans de toutes les façons. Donc Caton
dans les mots de la Boétie, ne voyait pas chez Sylla les valeurs de la République romaine qu'on lui a inculquées dans son éducation. En somme, tout s'y passait non comme chez un magistrat de la cité, mais comme chez un tyran du peuple. C'était moins le sanctuaire de la justice qu'une caverne de tyrannie. Donc, en ayant dit à son précepteur de lui donner un poignard pour en finir avec le tyran, Caton, même si on ignore son nom ou même si on ignorait d'où il vient, la Boétie nous dit que si on nous raconte juste l'histoire dans les faits uniquement, si on nous dit il y a un gamin qui en voyant les condamnations du tyran a voulu l'assassiner, on devinerait directement qu'il s'agit de Rome à l'époque où elle était encore libre. En gros, le fait parle de lui-même. On devine immédiatement que celui-ci qui a dit, ces mots a reçu une éducation que préconise la Boétie, et que donc il vit dans une société qui est encore libre, c'est-à-dire la vraie Rome. Et ainsi, la Boétie nous dit que la position de Caton est une position qui vient de sa culture, de son éducation avant tout. S'il résiste à l'esclavage, c'est parce qu'on lui a appris. Donc, pour revenir à la question entre les Perses et les Spartiates, oui, leur parole concernant le goût de la liberté est culturelle. Mais est-ce que pour autant, on est dans une situation où on va expliquer les couleurs à un aveugle? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas dire aussi que les Perses ont tort? Eh ben non. Pour la Boétie, on peut en fait comprendre pourquoi le Perse paraît insensible à la liberté. Ça veut dire qu'il ne l'est pas complètement en fait. Il n'est pas insensible à la liberté en réalité. C'est juste que ça va être beaucoup plus difficile pour lui de se détacher de la servitude. Donc on est dans un cas où on veut montrer... on n'est pas dans un cas où on veut montrer des couleurs à un aveugle. Il peut voir le chat, mais en dépit des circonstances, on peut comprendre pourquoi il aurait du mal. En disant en fait que les Perses ont raison aussi, c'est pour dire que si on était à leur place, on dirait probablement la même chose. Ça ne veut pas dire que la nature de l'homme, que l'expression en fait la nature de l'homme et la liberté n'est plus vraie, ou n'est vraie que pour celui qui a reçu l'éducation dans ce sens-là. Il y aurait donc un moyen d'échapper aux deux problèmes, celui de l'impasse de l'éducation, qu'on ne peut pas en fait sortir de l'éducation qu'on a reçue, et de celui de la Boétie qui est peut-être aussi pris dans le piège sans s'en rendre compte. Donc, il peut admettre le rôle important que joue l'éducation au point où on peut compatir et comprendre en fait le point de vue de l'autre, même à y donner raison, sans pour autant nier qu'il y a une vérité transcendante concernant la nature humaine. Et comment il le fait? Parce que la Boétie dit que personne n'aime la servitude, tout simplement. Personne ne s'en réjouit. Où qu'elle est, elle conduit au malheur. Et ainsi, il est plus difficile de l'enseigner qu'enseigner la liberté. Il reconnaît en fait le rôle du sol et du pays dans lequel nous naissons, mais parce que nous avons tous un penchant vers la liberté, que même ceux qui sont asservis ne peuvent nier, on peut supposer que notre nature, c'est d'abord être libre. Je ne prétends certes pas que le pays et le sol n'y fassent rien, car partout et en tout lieu l'esclavage est amer aux hommes et la liberté leur est chère. Il dit donc en fait qu'en tout lieu et dans toutes les circonstances, dans toutes les conditions, l'esclavage est toujours amer. Et même lorsqu'il est enduré, il est avec l'espoir qu'il n'est que temporaire. Un homme aurait, comme on l'a dit aussi la dernière fois, plus de mal à accepter sa soumission, à faire taire son désir de liberté que le suivre. Une éducation de la servitude serait plus encombrante et plus kafkaesque, on peut dire. Elle aurait besoin de tellement d'administration et d'institutions inutiles, de compliquer l'existence pour donner à l'homme la sensation d'être démuni et impuissant. Une telle éducation serait plus coûteuse et plus compliquée inutilement, et donc beaucoup plus suspecte, contrairement à une éducation qui suit l'impulsion de la liberté. On a d'ailleurs dit que celui qui suit la servitude doit faire un effort sur lui-même, la dernière fois, pour faire taire son désir de liberté. Et ainsi, la Boétie nous demande une certaine humilité et compassion, aussi parce que ceux qui naissent et grandissent dans une culture de la soumission auront beaucoup plus de difficultés pour être libres que ceux qui naissent dans une culture qui honore la liberté.
mais il me semble qu'on doit avoir pitié de ceux qui, en naissant, se trouvent déjà sous le joug, qu'on doit les excuser ou leur pardonner si n'ayant pas vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. Donc le relativisme en fait de la Boétie n'est pas la caricature du relativisme qu'on voit souvent, qui est de dire qu'il n'y a pas de vérité et tous les points de vue se valent. Plutôt, il s'agit de dire à ceux qui jugent facilement, que s'ils étaient dans la même situation que ceux qu'on juge, ils auraient probablement agi de la même façon. Il ne nie pas une certaine supériorité des cultures, pour le meilleur ou pour le pire, que certaines sont meilleures que d'autres en termes de liberté, mais de ne pas en fait mépriser ceux qui sont nés dans les mauvaises, parce que c'est probablement avec ce sentiment de mépris que les cultures libres se transforment en cultures de servitude. Donc il faut lire le discours dans son intégralité, parce que en fait, si tu t'arrêtes qu'à la partie de la semaine dernière, où il était un peu bien bourrin envers ceux qui s'asservissent, tu aurais cru en fait que la Boétie appelle au mépris de ces gens, alors que sa position est beaucoup plus complexe. Il comprend en fait que les différences géographiques, politiques et culturelles ont un rôle qu'on ne peut pas négliger, que ce soit pour aimer la liberté ou rejeter la servitude. Du coup, il faut descendre un petit peu et revenir à Homère. La Boétie donne un autre exemple d'Homère, de l'Odyssée cette fois-ci, où il parle des Cimmériens. Alors dans l'Odyssée, les Cimmériens, c'est un peuple qui vit pas très loin de l'Hadès, qui vit pas très loin du royaume des morts dans la mythologie grecque, parce qu'Ulysse en fait est allé dans l'Hadès, donc c'est mentionné, mais dans le poème, Homère nous dit que ces gens vivent dans une nuit éternelle. Étant à côté de l'Hadès, leur ciel est couvert par des nuées et des brumes, que les rayons du soleil ne percent jamais, ni durant le lever du soleil, ni quand il se couche. Et donc, géographiquement parlant, ils étaient situés au nord de la mer Noire, et bien évidemment, cette histoire du ciel perpétuel, c'est un mythe. Un ciel noir perpétuel, c'est un mythe. Mais la Boétie, ne fait pas mieux. Lui, en se basant étrangement sur Homère, il les place au pôle Nord carrément, où on a 6 mois de soleil continu et 6 mois de nuit continue. Et donc le propos de la Boétie, c'est qu'il faut essayer de se mettre en fait à la place de ceux qui naissent et qui grandissent dans de telles conditions. On ne peut pas être en fait surpris qu'ils ont des comportements et des conceptions différentes des nôtres sur des sujets fondamentaux lorsque, comme il dit, le soleil se montre tout différent qu'à nous. On ne peut pas en fait s'étonner que ceux qui sont nés et vécu là, où le soleil ne brille jamais, ou brille pendant 6 mois, et qui n'ont jamais entendu parler en fait de la clarté, ni jamais vu le jour, on ne peut pas en fait s'étonner qu'ils s'accoutument aux ténèbres où ils sont nés, sans désirer la lumière en fait. Pareil donc, ceux qui sont nés sous la lumière de la liberté, et ceux qui sont nés sous l'ombre de la servitude, on ne peut pas en fait avoir le même... ils ne peuvent pas en fait avoir le même rapport au monde, quoi. Et ils ne peuvent pas avoir les mêmes structures sociales, c'est sûr, ils vont plus s'adapter et s'accoutumer aux ténèbres de la servitude que rechercher la lumière de la liberté. Comme il dit, on ne regrette jamais ce qu'on n'a jamais eu. Le chagrin ne vient qu'après le plaisir, et toujours à la connaissance du malheur se joint le souvenir de quelques joies passées. La nature de l'homme est d'être libre et de vouloir l'être, mais il prend facilement un autre pli lorsque l'éducation le lui donne. Et donc en fait ainsi, c'est bien normal que Hydarne reste insensible aux paroles des Spartiates. Il n'a jamais perdu la liberté puisqu'il ne l'a jamais eue ou ne l'a jamais connue. Il n'a jamais goûté au plaisir de la liberté. Il n'a connu que les plaisirs de la servitude. C'est un paradoxe de parler de plaisir de la servitude, mais ici, il parle des plaisirs que lui accorde le tyran. Bref, il ne peut pas en fait réaliser ce qu'il a perdu, puisqu'il n'a jamais perdu. Il ne peut pas réaliser en fait ce qu'il a perdu, puisqu'il n'a jamais perdu la liberté. Donc le discours des Spartiates ne lui fait sentir aucun chagrin, parce que la liberté n'apparaît pas dans les registres de leur père, quoi. Eux aussi qui sont nés dans la servitude. Mais justement, s'ils remontent assez haut dans les registres, ils arriveront à cet état de nature. Leur enfermement à l'intérieur de leur éducation ne peut pas être total en fait. Puisqu'ils doivent se comparer par rapport à leurs parents, ils peuvent remonter plus loin que leurs parents. Et à part la peur que le tyran peut installer en eux pour les dissuader de remonter au-delà de l'arbre généalogique
qu'il leur impose dans ces mythes, à part en fait la peur de sanctions, il n'y a rien qui les empêche de découvrir que l'histoire ne commence pas avec un tyran mythique, dont le tyran actuel serait le descendant. C'est souvent comme ça hein, que les tyrans justifient leur tyrannie. Mais plutôt, ils verraient que ça commence avec un état de nature dans lequel ils étaient libres et heureux. Et le simple fait qu'on instrumentalise la peur prouve ce que la Boétie suspecte, que la soumission n'est pas notre état naturel. Donc il y a cet état naturel qui est indépendant de notre culture et qui perdure. On verra plus loin que même les esclaves l'ont encore cet état, qu'ils ont quand même gardé quelque chose de cet état de nature. En tout cas, la Boétie nous dresse deux portraits. Celui de l'homme qui reste naturel et l'homme qui se laisse altérer. Et il confond en fait ces altérations pour son état naturel lorsqu'il s'y habitue. Il y a donc un qui reste inchangé et constant, hein, c'est le libre, et un autre qui change en se trompant de nature par l'habitude. Disons donc que si toute chose devienne naturelle à l'homme, lorsqu'il s'y habitue, seul reste dans sa nature celui qui ne désire que les choses simples et non altérées. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Donc voilà, en fait, l'habitude, elle rend idiot dans le sens qu'elle limite la réflexion. Quand les hommes asservis réfléchissent, c'est toujours dans la limite de ce qui leur est proche. Ils ne vont jamais plus loin que le bout de leur nez, en fait. C'est ce qu'on a dit avec ceux qui ne veulent pas remonter assez loin. Ils se limitent qu'aux quelques générations qui ont aussi vécu dans la servitude et de plus en plus en fait pervertis par l'habitude, ils se mettent à appeler ça la tradition, à y accorder des valeurs et ils développent une fierté dans leur asservissement. Suivre la tradition, perpétuer sa propre oppression devient une fierté tout d'un coup. Ils disent qu'ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont vécu ainsi. Ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal sans persuade par des exemples et consolident eux-mêmes par la durée la possession de ceux qui les tyrannisent. Donc la Boétie utilise une métaphore pour parler des hommes, en particulier ceux qui au début refusent l'autorité puis finissent par s'y soumettre docilement. Ils sont comme des chevaux en fait qui au départ étaient braves, fougueux, courageux, fiers, donc image des hommes libres, ils étaient rebelles, courageux dans l'état de nature, et donc au départ ces chevaux, ils mordaient leurs freins, et ils se cabraient sous la selle, hein, ils résistent, ils refusent la domination, ils refusent qu'on les monte. Mais ensuite, ils s'y habituent, presque comme si en fait ça ne les dérangeait plus. Ils acceptent eux-mêmes le joug et le harnais, ils vont volontairement se faire atteler, ils se soumettent sans contrainte. Pire encore, ils sont fiers d'obéir, fiers d'être en fait au service du maître, comme si la servitude était une fierté, fiers que celui-ci peut les monter, fiers de porter l'armure ils sont fiers de porter l'armure pour aller mourir dans les champs de bataille à son service, quoi, et lui apporter la gloire littéralement sur leur dos. Mais comme j'ai dit, le goût de la liberté ne disparaît pas complètement. Faire croire à l'homme qu'il est autre chose que ce qu'il est, ça ne change pas ce qu'il est. Il demeure au fin fond de lui-même, constant et inchangé, tout comme l'injustice reste toujours une injustice, peu importe ce qu'en dit la culture ou l'éducation. Caton est certes né lorsque Rome était encore une république, mais même sous l'Empire, un Caton peut naître, ou alors même sous l'Empire, quelqu'un peut devenir un Caton. Il y aurait toujours des Ulysses, peu importe à quel point leur nombre est faible, qui eux sont prêts à faire le voyage pour rentrer chez eux, pour retrouver leur nature. Pour rappel, Ulysse est resté 10 ans avant de retourner chez lui. Le temps en fait passé loin de sa maison ne l'a pas dévié de qui il est. Il ne s'est pas habitué à l'exil, même si la plupart des gens dans sa situation se seraient abandonnés à l'exil et auraient mis leur force pour résister en fait à leur désir de rentrer. Donc, comprendre le serviteur ne signifie pas lui donner raison. La durée en fait que quelqu'un passe sous l'injustice ne transforme pas cette injustice en justice. Les condamnations de Sylla, même si elles durent 1000 ans, restent toujours des injustices. C'est pour ça aussi que peu importe le temps qui passe, les crimes d'Israël ne seront jamais pardonnés, par exemple. Je parle de l'occupation sioniste ici en Palestine, je ne parle pas de Saul, hein, ok. Donc peu importe à quel point le génocide
dure, peu importe le nombre d'images d'enfants morts sous les décombres, on ne s'habituera jamais à ça. Ou du moins, même si le monde s'y habitue, il y aura toujours des gens, des hommes qui briseraient ces habitudes perverses. Ces hommes sont comme Ulysse, qui n'abandonne pas et qui n'oublie pas en fait sa maison et cherche depuis son bateau la fumée de sa cheminée. Ces hommes en fait se rappellent de leur origine, c'est-à-dire ils se rappellent surtout aussi de leurs droits. Si le devoir de mémoire devait servir à quelque chose, c'est surtout pour ça. Si tu te sers de ton devoir de mémoire juste pour te rappeler des injustices qu'on t'a fait subir plutôt que la nature humaine qu'on partage avec tout le monde, bah ça sert à rien. Ok, Israël? Bref, ces hommes en fait ce sont ces hommes qui font le vrai devoir de mémoire. Ces hommes n'en gardent d'oublier leurs droits naturels, leurs origines, leur état premier, et s'empressent de les revendiquer en toute occasion. Ceux-là, ayant l'entendement né et l'esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme les ignorants, de voir ce qui est à leurs pieds, sans regarder ni derrière ni devant. Ils se remémorent les choses passées pour juger le présent et prévoir l'avenir. Ce sont eux qui, ayant d'eux-mêmes la tête bien faite, l'ont encore affinée par l'étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce monde, l'imaginent et la sentent en leur esprit et la savourent. Et la servitude les dégoûte pour si bien qu'on la coutre. Donc voilà, ça me semble clair. Ici, la Boétie ne fait pas référence à une maison comme une nation ou une religion. Hein, le retour chez soi, ce n'est pas en fait ici un conservatisme ethnique, ni national ou religieux. La maison à laquelle Ulysse retourne dans cette lecture de la Boétie, c'est la nature. C'est les droits qu'elle nous a donnés. Il dit aux gens, en fait, rentrez chez vous, récupérez et réclamez vos droits humains. Donc, il ne fait pas en fait que parler de la soumission dans ce passage, il parle aussi de la jurisprudence. Il s'attaque à des juristes en fait parce que il défend ce qu'on appelle en théorie du droit la loi naturelle. C'est l'idée en fait que la justice n'est pas une question de coutume ou de tradition, elle doit toujours refléter des droits naturels. Dans le texte d'Offrey par exemple, au début du paragraphe dont j'ai cité, elle dit « Mais en vérité, les années ne donnent jamais le droit de faire mal, elles accroissent l'injure ». Donc injure ici, ce n'est pas dans le sens de blessure ou faire mal, elle est aussi en fait dans le sens étymologique. Le mot signifie injuria en latin, qui signifie absence de droit. Donc la justice, ce n'est pas une affaire de « chez nous on fait comme ça ». Si la loi encourage l'oubli de la nature, elle nous pousse vers l'acceptation de la servitude, alors cette loi de facto est injuste. Tout ce qu'elle fait, c'est essayer de légitimer des injustices, de pervertir la justice. Donc la coutume, la tradition, tout ça, n'a pas de poids en jurisprudence. Seuls les droits ont la moindre importance, c'est-à-dire seule la liberté et aussi l'égalité. Mais pourtant, c'est ce que le tyran désire, faire passer ses lois à lui, les lois de son temps, au-dessus des lois de la nature. Comme il est inacceptable que quelqu'un veut forcer une loi personnelle contre les lois physiques ou mathématiques, comme on ne peut pas en fait forcer 2 et 2 font 5, bah, c'est pareil ici. Les lois de la nature ne sont pas limitées qu'à la physique ou la géométrie, mais aussi entre les hommes, entre les relations. Ces relations doivent obéir à des lois naturelles également. Vouloir faire en fait de la société l'expression des caprices des tyrans, c'est comme en fait demander qu'on change des lois physiques. Et donc arrive donc l'obscurantisme. Le tyran a tout intérêt à garder ses sujets dans l'ignorance, à se référer uniquement qu'à sa parole. Il n'existe pas de loi naturelle, il n'y a que sa loi à lui. Et ainsi, il doit empêcher toute science ou questionnement qui tend vers cette direction. Selon lui, en fait, le monde n'a commencé qu'avec lui et se terminera avec lui. Le passé et le futur, ce qu'il y a avant lui et après lui, c'est lui aussi. Que le destin a déjà annoncé son règne, celui de ses pères et de ses enfants. Voilà, c'est ça en fait qu'il veut que tout le monde croit. Arrive donc aussi la propagande, l'étouffement de la pensée, la censure, les autodafés. Il faut absolument empêcher l'arrivée d'un nouveau
Catans, ou du moins empêcher les Catans de s'exprimer ou être entendus par la population. Donc seule la parole d'un Pisistrate doit être écoutée, celle qui trompe le peuple en amplifiant beaucoup plus en fait ses croyances et ses superstitions, les mêmes qui causent son esclavage d'ailleurs. Mais les discours justes et rationnels sont bannis, créant ainsi une décadence intellectuelle et une épidémie de bêtises. C'est ce que le grand Turc, selon la Boétie, le sultan Salomon, aurait fait, toujours selon la Boétie. Le grand Turc s'est bien aperçu que les livres et la pensée donnent plus que toute autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. Je comprends que dans son pays, il n'a guère de savants ni n'en demande. Le zèle et la passion de ceux qui sont restés, malgré les circonstances, les dévots de la liberté, restent communément sans effet, quel que soit leur nombre, parce qu'ils ne peuvent s'entendre. Les tyrans leur enlèvent toute la liberté de faire, de parler et presque de penser, et ils demeurent isolés dans leurs rêves. Alors bon, clairement, ça c'est clairement de l'orientalisme. La Boétie n'a pas l'air de connaître grand-chose de ce qui se passe en Turquie, dans l'Empire ottoman. Donc ironiquement, son discours aussi est encore sous l'emprise de la servitude, puisqu'il perpétue l'image de l'Orient créé par l'Occident. Donc le règne de Salomon était tout sauf de l'obscurantisme. C'est souvent vu comme l'un des âges d'or de l'Empire ottoman sur les plans politiques, militaires, culturels, mais aussi juridiques. Du coup, en fait, c'est complètement faux ce que dit la Boétie sur le Grand Turc. Même que, en fait, niveau tolérance religieuse, dans le monde arabo-musulman, il y avait moins de conflits entre les différentes confessions qu'en Europe, ou qu'à l'époque même de la Boétie en France, quoi. Mais on peut concéder que ce portrait du tyran existe vraiment, même s'il donne en fait des mauvais exemples pour l'illustrer. Effectivement, le tyran a toujours intérêt à chasser les savants, à enlever en fait les libertés de faire, de parler et de penser. Le tyran installe donc une espèce de surveillance généralisée sur tout le monde. Il cherche à pénétrer dans les esprits et les tailler comme il veut, à voir ce qu'il y a dedans. Là aussi, il y a un épisode de la mythologie gréco-romaine que donne la Boétie. Il parle de la création de l'homme. Donc chez les Grecs, les hommes ont été créés par Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge. Donc chez les Romains, Héphaïstos s'appelle Vulcan. Et quand il l'a sculpté et préparé, il y a Momos. Alors Momos, c'est le dieu de la raillerie qui vient ausculter l'homme et s'aperçoit que Vulcan n'a pas mis dans le torse, dans la poitrine de l'homme, une fenêtre qui laisserait voir ce qu'il y a dans son cœur et son esprit. Et donc du coup, Momos se fout de la gueule de Vulcan. Il dit en fait, Momos c'est un peu le bouffon des dieux et se moque toujours de tout le monde, genre il peut pas s'entre-pécher. Et donc cet épisode, la Boétie en fait l'utilise pour dire que le tyran aurait voulu que l'homme ait une fenêtre pour qu'il puisse l'envahir à tout moment dans son intérieur. Le tyran exige que tout soit mis à la lumière mais en fait pas pour la vérité, tout mettre en lumière peut avoir un sens un peu libéral, on ne cache pas l'information et la connaissance, on met tout en face du public, mais le tyran en fait il demande une mise en lumière complète pour surveiller l'intérieur des gens et s'assurer qu'il n'y a rien qui peut en fait compromettre ou résister à son pouvoir. Ce qui est drôle, c'est que dans la mythologie, dans le mythe de Momos, ça montre en fait que Momos se moque même d'une création parfaite. L'homme est parfait en fait dans cette mythologie, en ce sens qu'il a été sculpté par un dieu et à l'image des dieux. Donc même dans la perfection, en fait, Momos, c'est le gars qui va trouver des défauts. Le tyran peut agir aussi de la sorte. Il se permet de railler la création de Dieu et de la nature et il demande qu'elle change pour ses intérêts. Et pourtant, le tyran n'arrive jamais à ses fins, ou du moins pour très longtemps. Il peut mettre autant de caméras qu'il souhaite dans l'espace public, il peut ratifier les lois les plus inhumaines qu'il veut, commettre toutes les liberticides imaginables, il ne peut pas en fait empêcher l'arrivée d'un Catan. Et pourquoi ? Parce que toutes ces mesures ne servent qu'à une seule chose, le protéger. Plus un tyran est tyrannique, et plus c'est un signe de sa vulnérabilité en fait. Et ainsi, dès que quelqu'un ose se mettre dans la tête de délivrer le peuple de son emprise, il y arrivera. La Boétie donne un exemple avec la mort de César par Brutus et Cassius. Alors fait intéressant,
il dit qu'en tuant César, ils n'ont pas seulement sauvé Rome, mais le monde entier. Et oui, un tyran, en fait, ne s'arrête jamais qu'à son royaume, mais en fait, il veut toujours plus, il a toujours envie beaucoup plus. Dommage que selon Pacom Thielman, César a survécu et continue de vivre jusqu'à nos jours, et l'Empire n'a jamais pris fin. Je vous conseille la série sur la chaîne YouTube de Blast pour une autre histoire de la France d'ailleurs. Donc bref, pour la Boétie, en fait la Boétie nous dit que Brutus et Cassius ont voulu tuer César et ils y sont arrivés. Certes, Auguste, son fils adoptif, est devenu l'empereur et a réalisé le souhait de César, faire de la République un empire, mais le fait est que lorsque les gens veulent se débarrasser d'un tyran, ils le peuvent, même s'il va être remplacé par un autre après. Il n'y a pas en fait de raison de se décourager. Le tyran, lui, ne dit pas à quoi bon devenir tyran, à chaque fois ils vont me renverser, quoi. Enfin, ils vont me renverser aussi. Alors vu que lui, il ne dit pas ça, je vois pas pourquoi nous, on doit se dire à quoi bon renverser le tyran, puisqu'il va être remplacé par un autre. Donc renversons celui-là aussi, quoi. Donc la Boétie le dit et le répète, nous sommes capables. Mais en être capable et le vouloir n'est pas suffisant. Il faut aussi le faire. Brutus et Cassius n'ont pas juste voulu, en fait tuer César. Ils l'ont fait, contrairement à Cicéron par exemple, aussi grand opposant à César. Lui, en fait, il s'est juste contenté. En fait, ils disent que Cicéron veut se débarrasser de César, mais c'est tout, en fait. Il veut juste, il n'est pas résolu à passer à l'acte. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu que Cicéron soit impliqué avec eux dans leur tentative d'assassinat, plutôt dans leur assassinat de César. Donc, il a beau être un grand orateur, qui dans ses discours défend la chose publique avec zèle, avec style et avec rhétorique, son cœur était beaucoup trop faible pour arrêter César. Donc Brutus et Cassius ne questionnaient pas son vouloir, mais plutôt son courage. Or la Boétie nous dit que Cicéron a fait une connerie. S'il craignait pour sa vie ou que la tentative échoue, la Boétie nous rappelle qu'aucune tentative pour se débarrasser d'un tyran n'échoue. Même si ça arrive, ce n'est que partie remise en fait. Il dit qu'on n'a qu'à consulter l'histoire de l'Antiquité pour s'en apercevoir. Presque tous ceux qui, voyant leur pays malmené et en mauvaise main, formèrent le dessein de le délivrer dans une intention bonne, entière et droite, et vinrent facilement un bout. Pour se manifester elle-même, la liberté vint toujours à leur aide. Donc, et les exemples, en fait, ne manquent pas. La Boétie cite Hermodius et Aristogiton qui assassinèrent Pisistrate. Il parle aussi de Thrasybule qui chassa les 30 tyrans d'Athènes en 404. Brutus l'Ancien et Valerius Publicola furent parmi ceux qui fondèrent la République romaine, et Dion renversa la tyrannie de Dénie de Sicile. Certes, dans le cas de Dion, une autre tyrannie est venue, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas une raison pour renoncer face à la servitude. Elle reste toujours contre la nature de l'homme, peu importe à quel point elle persiste. Si elle persiste, nous persistons également. Comme le rappelle la Boétie, tous ces projets vertueux ont été un succès et exécutés avec bonheur que pour une seule chose. Ils ont été voulus. Celui qui veut peut, en fait. La Boétie dit simplement « le ferme vouloir garantit presque toujours le succès ». Et ainsi, en fait, il ne faut pas se décourager, même en face de l'échec, selon la Boétie. Si après la mort de Brutus et de Cassius, la République a été enterrée avec eux, c'est parce qu'ils étaient les derniers à vouloir la liberté. C'est en ce sens, en fait, qu'ils sont regrettables. Mais ce qu'il faut retenir de leurs actions, ce n'est pas, en fait, qu'on ne peut pas briser la servitude, mais qu'elle est brisable, justement. Et ce, à chaque fois qu'elle se reconstitue, même si c'est juste quelques mois plus tard. Si par contre, toutes les prochaines tentatives de renverser les tyrans n'étaient pas des tentatives de sa conservation, et qu'elles, en fait, émanent d'une réelle volonté de retrouver la liberté, alors peut-être l'Empire aurait pris fin. Cicéron, lui, il manquait le courage, mais il avait en tout cas le vouloir. Les successeurs des tyrans qu'ils assassinent, ils avaient le courage, mais ils n'avaient pas le vouloir. Donc, puisque toutes les autres tentatives faites contre les empereurs romains ont été
n'ont été que des tentatives pour les remplacer, alors on ne peut pas en fait mettre ces tentatives sur le même niveau que Brutus et Cassius. Qu'elles ont réussi ou pas, ça on s'en fout. En réussissant, ces tentatives amènent de nouveaux tyrans. Certes, quand elles échouent, elles n'amènent, comme le dit la Boétie, elles n'étaient en fait, comme dit la Boétie, que des conjonctures de quelques ambitieux dont l'échec et la mauvaise fin ne sont pas à regretter. Qui peut dire en fait que c'est dommage que Pison ou Marcia ont échoué à renverser Néron et Commode, ou que les en fait, complotistes qui cherchent à assassiner Domitien et Héliogabale n'ont pas pu arriver à leur fin. Ces tentatives, en fait, c'est une bonne chose en fait qu'elles ont échoué selon la Boétie parce que ça aurait été du blasphème en fait. Il y a bien quelque chose pire que d'accepter la servitude, c'est d'abuser le pouvoir au nom de la liberté. La liberté, c'est un peu Dieu en fait pour la Boétie. Celui qui s'en sert pour faire le mal, c'est la plus méprisable des créatures. Et ainsi, rien n'est à regretter dans ces tentatives, car elles ne sont pas représentatives de la pensée de la Boétie. Si celui-ci ça osait renverser le pouvoir, et qu'on lui montre qu'il y a un nombre considérable de tentatives échouées comme contre-argument, il dirait qu'il parle de la vraie tentative. Il parle des tentatives qui veulent renverser, pas un tyran pour les remplacer, mais qui veulent renverser la tyrannie. Brutus et Cassius, c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient renverser la tyrannie. Donc, si toutes les autres tentatives de renverser un tyran ont échoué, mais que toutes ces tentatives, en fait, leur but, c'était en fait de remplacer le tyran. Si celui qui assassine un tyran ne veut qu'une seule chose, c'est en fait le remplacer, et qu'il échoue, en fait, on n'a pas à regretter cette tentative. Parce que ce n'était pas une tentative qui veut renverser la tyrannie, mais juste, en fait, tuer un tyran pour que celui qui le tue le remplace. Donc, celles, en fait, qui sont de vraies tentatives, des tentatives, en fait, qui se font au nom de la liberté pour vraiment la liberté, et non pas en fait comme quelqu'un en fait qui dit vas-y moi je vais tuer le tyran au nom de la liberté, mais en réalité en fait ce que je veux c'est juste le remplacer, c'est ça en fait le blasphème. Donc celles qui sont de vraies tentatives, qui sont vraiment qui veulent vraiment la liberté, celles-ci n'échouent jamais, ou alors elles échouent très très peu. Celles par contre qui ont échoué ne voulaient renverser qu'un trône en fait, elles ne voulaient pas chasser la tyrannie, mais seulement ébranler la couronne, cherchant à chasser le tyran pour mieux garder la tyrannie. Quant à cela, je serais bien fâché qu'ils eussent réussi, et je suis content qu'ils aient montré par leur exemple qu'il ne faut pas abuser du saint nom de la liberté pour conduire une mauvaise action. Voilà pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, donc voilà, on a parlé en fait de l'habitude, et pourquoi en fait les gens se soumettent aux tyrans, même lorsqu'ils ne sont pas forcés, même lorsqu'ils ne sont pas contraints. On a parlé en fait du fait de, lorsque c'est une question d'éducation, il y a un peu une difficulté pour savoir en fait, est-ce que pour le coup, cette nature humaine existe vraiment. La Boétie a présenté un argument pour dire que oui, elle existe quand même, et on verra la prochaine fois. En fait, on va continuer la discussion sur l'habitude la prochaine fois, et on va surtout parler d'un des stratagèmes que les tyrans utilisent pour nourrir en fait cette habitude, et ça va être la distraction. D'accord, ça va être voilà, lorsqu'on va te distraire par des jeux, par des festins, par le plaisir en fait. Donc la prochaine fois, on va parler du plaisir et son rôle en fait dans la fortification, dans la consolidation ou dans la perpétuation de l'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Et comme d'hab, abonnez-vous, le petit pouce bleu et tout ça. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre les